Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Delagarde, je suis habituellement journaliste à France Info et très heureux d'être avec vous dans ce pavillon Baltard, très heureux d'animer cette première réunion publique de présentation des grands enjeux de la métropole du Grand Paris. Et je trouve que finalement le lieu est bien choisi. Le pavillon Baltard, vous savez, ça pourrait résumer un petit peu la situation. C'est un bâtiment qui a été créé au 19e siècle, qui a failli mourir au 20e siècle et puis qui a une deuxième vie ici au 21e siècle, un bâtiment qui a été créé pour être au centre de Paris et qui se retrouve aujourd'hui à la périphérie. C'est un peu ça aussi le sens de la métropole. On va vous présenter ce que l'on appelle, dans le jargon des gens de la métropole du Grand Paris, le SCOT. Le SCOT, vous allez en entendre beaucoup parler, le schéma de cohérence territoriale. En fait, ceci est donc la première de 12 réunions publiques qui vont avoir lieu un petit peu partout sur ce territoire de la métropole et qui vont être organisées sur 12 thèmes différents, les 12 thèmes majeurs. Alors, premier thème ce soir, on va parler de la prévention des risques. Quels sont les risques que court la métropole? Comment s'en prémunir? Ce sera au cœur de cette réunion. On ne dépassera pas les 22 heures, hein. Soyez prévenus. Et ce qui est important, et ce qui est important que vous sachiez, c'est que cette réunion, ces réunions, sont faites finalement pour vous, vous dans la salle, et vous aussi qui nous suivez en direct sur Internet, et je salue d'ailleurs les internautes, j'espère qu'ils sont nombreux ce soir. Vous allez tous d'ailleurs pouvoir poser des questions, que ce soit directement avec un micro, on a des hôtesses qui sont dans la salle, ou vous par Internet, ou si vous êtes timide et que vous ne voulez pas poser une question directement dans la salle, vous pouvez aller sur Twitter sur le hashtag ScottMGP, MGP comme métropole du Grand Paris, évidemment, et à ce moment-là, je me ferai votre interprète pour poser la question aux experts, aux élus qui vont prendre place derrière moi. Je vais tout de suite appeler Patrick Ollier. Patrick Ollier, là que vous allez applaudir. Venez me rejoindre, Monsieur le Président. Si, vous en faites pas, vous avez souhaité, président de la métropole du Grand Paris, vous avez souhaité ces réunions. En un mot d'accueil, hein, c'est quoi le but de ces réunions? Alors, foule adorée, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aussi nombreux et nombreux dans ce pavillon Baltard où la dernière réunion de la métropole a réuni 1400 personnes sur Inventant la métropole. Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, celles et ceux qui s'intéressent au SCOT, parce que nous entrons dans une phase qui est une phase opérationnelle de construction de l'ossature de la métropole. Et un schéma de cohérence territoriale, malgré les 5000 invitations, je comprends que ça ne fasse pas flipper les Nogentais d'ailleurs, comme les habitants d'ailleurs, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne comprennent pas et qui ne s'y intéressent pas. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps de leur apprendre avant ce que c'est, puisqu'on veut faire ces réunions pour leur apprendre, c'est un peu compliqué. Ben voilà. Mais n'en faites pas, ça va rentrer. Ces réunions sont issues de la loi. S'il n'y avait pas la loi, on ne les aurait peut-être pas faites, parce qu'il y a d'autres manières d'agir. Mais la loi prévoit que nous sommes obligés de faire des réunions sur le terrain pour proposer une organisation de ce schéma de cohérence territoriale. Donc, à l'initiative d'Ivan Escovitch, qui va prendre la parole tout à l'heure, qui est le président du comité de pilotage de ce SCOT. Quelqu'un de très important. Hein. Et à l'initiative de Jacques J.P. Martin, qui va arriver, parce que c'est le maire d'ici, mais il est ailleurs, il va arriver dans 5 minutes. On a la chance d'avoir son premier adjoint qui est parmi nous, qui lui est le président, Jacques J.P. Martin, de la commission du projet. Ils ont ensemble préparé ces 12 réunions qui ont lieu dans 12 villes différentes avec des thématiques différentes. Bien. Et à partir de là, qu'est-ce que c'est que le SCOT? Je le dis en quelques mots et après vous passez la parole. Vous savez ce qu'on va faire? On va demander à Jean-Paul David de venir nous rejoindre. Et puis ensuite, vous nous expliquerez ce que c'est que le SCOT. Il ne fallait pas me faire venir d'abord, alors. Comment? Il ne fallait pas me faire venir en premier. Mais si c'était tout à fait ce qui était prévu. Alors on va se battre pour savoir qui parle. Non, Jean-Paul David, premier adjoint de cette belle ville de Nogent-sur-Marne. Merci de nous accueillir. Écoutez, c'est un grand plaisir que de vous accueillir à tous les événements importants de la métropole. Comme vous le disiez, cher Président,
se passe ici au pavillon Baltard. Il était donc normal que cette réunion ait lieu ce soir. On a eu avec Yvan, on a eu le plaisir avec quelques représentants de l'administration des villes de Nogent et notamment le directeur des affaires culturelles de faire la promenade sur les bords de Marne. Donc je crois que c'était une promenade très très intéressante où on a vu les problèmes de la crue de l'année dernière, des inondations. Et donc encore une fois, c'était avec grand plaisir que le maire qui vient d'arriver. Jacques J.P. Martin va venir nous rejoindre. Jacques J.P. Martin, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le maire. Tenez, voilà, prenez un micro parce que vous allez nous dire un petit mot. Merci de nous accueillir sous ce pavillon Baltard dans cette belle ville. Votre premier adjoint nous expliquait que cet après-midi, finalement, il y avait une en apéritif, on va dire, à cette réunion publique, une visite sur les bords de Marne, puisqu'on parle de la prévention des risques. On va parler de la prévention des risques. Évidemment, premier d'entre eux, le risque inondation. Un petit mot d'introduction, monsieur le maire, président de la commission projet métropolitain. Oui, c'est le président qui m'a demandé d'assurer cette fonction et c'est une aventure intéressante parce qu'elle permet pour une fois d'avoir une approche concertée sur un certain nombre de dossiers qui étaient traités à des niveaux différents et le fait de se mettre ensemble et d'avoir une vision commune peut favoriser les choses. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, comme Jean-Paul a dû le dire d'ailleurs, je suis heureux de vous accueillir au pavillon Baltard parce que, qu'on le dise ou non, c'est le début de la métropole, ça. Parce que à la démolition des Halles de Paris, qui sont venues dans le Val-de-Marne, il y a eu une idée de génie de la part du maire de l'époque, Roland Nagesser, qui a dit à Jacques Chaban-Delmas, qui était Premier ministre, qui était en train de quitter son poste de Premier ministre d'ailleurs, qui lui a dit « Mais je ne comprends pas comment on peut construire des halles modernes à Rungis sans avoir au moins un spécimen de ce qu'étaient les halles de Paris. Les halles de Paris. » Et enfin, en finale, il a sauvé, avec l'aide de Michel Giraud, qui était au district à l'époque, il a sauvé le pavillon Baltard. Et aujourd'hui, le pavillon Baltard, c'est une prise de guerre. Le président lui me dit qu'il était au cabinet de Chaban à l'époque. Oui, bah, bien sûr, mais je sais tout à fait que Patrick était proche. D'ailleurs, moi, j'étais aussi assez proche de Chaban au plan du concept. La nouvelle société, pour moi, c'était un des projets les plus structurants que le pays a eu avant l'arrivée de Mitterrand. Mais ça, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que donc c'est une prise de guerre de la banlieue à Paris. Et il y a quelques années, je recevais ici Delanoë, le maire de Paris, qui était venu signer une convention entre Paris et Nogent pour le bois de Vincennes, pour la protection du bois de Vincennes. Et on l'a signé ici, simplement. C'était pas une provocation de ma part, c'était simplement une question de respect du maire de Paris qui venait à Nogent. Donc je voulais lui montrer qu'il était presque chez lui ici. Comme quoi il est parisien de temps en temps qui franchissent le boulevard périphérique. Ça arrive que les Parisiens, d'ailleurs, on aimerait qu'ils les franchissent beaucoup plus souvent pour qu'on se connaisse un peu plus. Mais il y a beaucoup de personnes qui habitent dans le 12e arrondissement, au-delà du bois de Vincennes, qui, quand elles viennent ici, et des fois elles vivent longtemps dans le 12e sans venir sur les bords de Marne. Pour eux, c'est les bords de Seine, c'est Paris, etc. Et alors, il m'avait dit à l'époque, en venant ici, j'ai compris le message que tu m'envoies, mais tout compte fait, est-ce que tu ne serais pas d'accord pour que tu me vendes le pavillon Baltard pour que je le remette aux Halles de Paris? Et je lui ai dit, non, on ne vend pas quelque chose comme ça. C'est chez nous, où on le donne, où on le garde. Vous avez fait une affaire parce que le nouveau centre des Halles à Paris, moi je le trouve quand même assez moyen. On ne vibre pas de la même façon face aux structures modernes, parce que ça c'est quelque chose qui a une histoire réelle. C'est-à-dire qu'en fait, le pavillon Baltard, c'était le pavillon numéro 8, beurre, œufs et fromage, et il était ventilé, l'air conditionné, c'était très simple, c'était les courants d'air. C'est-à-dire qu'à la place des vitres, il y avait des volets, et l'air circulait, ça permettait de garder une température abordable. Il y avait peut-être moins de risques canicules à l'époque. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes contents d'accueillir les travaux
du SCOT qui se poursuivent. Et la meilleure façon de démontrer que le SCOT, c'est la cohérence territoriale, et la meilleure façon de le démontrer, c'est d'aller dans les territoires pour discuter, pour voir et pour comprendre. Et c'est vrai que nous avons eu le nez de choisir les risques naturels, ce qui est le sujet qui a été plus ou moins arrêté, qui est arrêté et qui est le premier débat de ces 12 débats qui vont avoir lieu. Et ici, c'est intéressant parce que nous avons, ça Jean-Paul a dû vous le dire avec Vincent Villette qui devait être avec vous, enfin il y a eu plusieurs personnes qui vous ont accompagné dans la balade des bords de Marne. On dit bord de Marne, tout de suite on pense aux guinguettes, on pense à toutes ces, disons aux Parisiens qui venaient s'encanailler le week-end en prenant le train de la Bastille, en descendant à la gare de Nogent. Mais il y a pas, c'est pas ça uniquement. C'est pas que les guinguettes, c'est aussi des périodes difficiles comme la crue de 1910. Et on peut, quand on a mis des repères dans toute la ville en bas pour démontrer à quel niveau l'eau est arrivée, tout ce qui nous est arrivé depuis, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on en tienne compte. Et la meilleure façon d'en tenir compte, c'est de faire ce qui n'est pas peut-être dans les PLU de nos collectivités, de l'ensemble des collectivités de la métropole, c'est d'être beaucoup plus incitatif vis-à-vis de tout ce qui est imperméabilisation des sols. Nous, on l'a vu à la dernière crue, que l'évolution urbaine allant, les services que l'on apporte aux gens quand ils viennent en bord de Seine, en bord de Marne, etc., forcément vers des imperméabilisations de sol. Alors, pour favoriser monsieur le maire, vous allez plus vite que la musique, vous allez encore plus vite que la crue. On est juste au début, on était là pour un petit mot d'introduction. Je m'arrête là, et parce qu'après je parlerai pas parce qu'il faut que il le sait le président, il faut que. Je sais que malheureusement vous pouvez pas être avec nous. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que il y a quelque chose de très important, c'est de permettre aux rivières de ne pas être canalisées comme des canaux, mais de laisser s'épandre ces rivières pour qu'elles ne se répandent pas au-delà du raisonnable. Et il y a dans la construction du SCOT peut-être à mettre en place des dispositifs qui permettront peut-être de limiter l'évolution des crues à venir. Bien. Donc nous sommes là pour travailler et pour vous aider à la réflexion. D'ailleurs, il y a des spécialistes qui sont là. Ils sont là, je les vois qui boudent d'impatience. Voilà. Donc, je suis trop long. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Mais on m'avait prévenu, monsieur le maire. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le maire, d'avoir été avec nous, d'avoir pris un peu de temps avant ces obligations politiques que vous avez ce soir. Patrick Collier, un petit mot quand même pour qu'on comprenne, en guise d'introduction, qu'est-ce que c'est que cette métropole du Grand Paris? Pardon de vous poser cette question, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément toujours comment ça se passe, comment ça se déroule. Bien, je vais vous répondre. Ah bah voilà, en plus on vous coupe, tenez pour celui-là, parce que c'est celui du maire qu'on a voulu couper, je pense. Je pense que c'est le maire qui a voulu me couper la parole. Bien, je vais vous répondre. D'abord, je voudrais dire qu'on est quand même pris par des caméras de télévision, enfin de vidéo, et que nous sommes en direct sur les réseaux et sur Internet. Sur Internet, en streaming, comme on dit en bon français, c'est-à-dire en direct. Ce qui est important, parce qu'il y aura certainement beaucoup plus de personnes qui nous regardent que nous en avons présents dans la salle. Deuxièmement, je voudrais répondre tout de suite au maire, qui a posé un problème concernant les risques naturels, notamment l'inondation. Cette semaine, demain après-midi, il y a une réunion avec les responsables de la Chambre d'agriculture et la préfecture de région, car j'ai voulu que exactement ce que tu viens de dire soit mis en œuvre par la métropole qui peut le faire tout de suite. Nous sommes responsables de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et des préventions des inondations. Et cette compétence, j'ai voulu qu'on l'exerce immédiatement, alors que nous existons depuis 3 ans. Et cette volonté va nous conduire à décider d'une convention avec les agriculteurs de l'amont, de la Marne comme de la Seine, pour que dans le cadre de l'inondation et de la surinondation, ce sont des notions administratives, ils puissent accepter que leurs terres cultivées soient inondées. Et la métropole les indemnisera. Et nous sommes en train de discuter du niveau d'indemnisation avec la Chambre d'agriculture. C'est Christophe Hilleret, le président, qui participe à ces réunions et son directeur général.
pour savoir combien on va être capable de mettre pour pouvoir indemniser les agriculteurs, parce qu'il faut leur rembourser, bien sûr, les cultures qui seront inondées et il faudra qu'ils fassent sauter tout ce qui peut empêcher l'eau d'aller sur leur territoire, de telle sorte que la Seine et la Marne puissent s'étendre pour éviter d'inonder trop Paris. Voilà, une question, une réponse. Voilà. Alors la métropole du Grand Paris, c'est quoi? C'est simplement essayer d'être plus intelligents ensemble entre maires, parce que c'est une intercommunalité, ce sont les maires, à 131 maires autour de Paris, dans un périmètre qui est celui, grosso modo, de la zone dense continue, et de faire en sorte que ce périmètre qui s'appelle la métropole du Grand Paris puisse permettre aux 131 maires d'avoir un raisonnement commun pour répondre d'une manière collective aux préoccupations quotidiennes des citoyens. Voilà. Pour schématiser et faire vite. En gros, il vaut mieux avoir un interlocuteur qui coordonne et qui essaie de coordonner, en tout cas, et d'harmoniser, plutôt que de discuter avec 131 interlocuteurs différents sans jamais avoir de possibilité de travailler ensemble. Bon, ça, c'est le principe de la métropole, parce que la zone dense continue, c'est une zone dense qui est dense et qui mérite que l'on se pose des questions beaucoup plus importantes pour la vie au quotidien de ses habitants que les questions qu'on peut se poser au fin fond du Cantal ou du Périgord. Mais la métropole, elle fait quoi? Alors la métropole a des compétences, mais si je commence à parler des compétences de la métropole, son organisation, il n'y aura pas de discussion sur le scope. Oui, mais avec votre champ Elle a un de certain la nombre- vulgarisation, du elle a un certain résumé. Elle a un certain nombre de compétences. Un, c'est une intercommunalité. En plus, il y a une assemblée des maires qui se réunit toujours avant les décisions importantes. Il y a un bureau de 30 personnes qui sont des vice-présidents dans le cadre d'une gouvernance partagée. Nous avons voulu, avec nos amis de droite, de gauche, du centre, etc., faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat politicien. Et on a décidé, alors que la droite et le centre sont majoritaires, et je le dis pour ceux qui nous écoutent, on a décidé de travailler ensemble et de faire en sorte que ce bureau, malgré le fait que nous soyons majoritaires, représente tout le monde et que toutes les sensibilités politiques participent. Et à partir de là, nous avons des présidences de commission qui sont présidées par un communiste. Lorsque le vice-président chargé de ce problème est à droite, on a fait en sorte de faire des effets miroirs. Jacques-Lippé Martin préside la commission la plus importante, c'est celle du projet métropolitain. Et ainsi de suite, les vice-présidents sont, il y a 6 vice-présidents communistes, socialistes, pardon, 3 vice-présidents communistes. Il y a un président écologiste, il n'y en a qu'un parce qu'il n'y a qu'un seul maire. Et il fait un travail remarquable, c'est Daniel Breuiller qui nous entraîne dans la réintroduction de la nature en ville. Et ça se passe bien. Et ça se passe sans jamais qu'il y ait une discussion politique. Il y a 209 conseillers métropolitains, à 98%, nos délibérations, il y en a 50, 60 à chaque conseil, sont adoptées à l'unanimité. Voilà. Et la zone faible émission que nous avons adoptée il y a quelques mois, au mois de novembre, qui va nous permettre d'empêcher les voitures polluantes, etc., c'est un autre débat, a été votée avec seulement le micro, 20 opposants. Et, 20 opposants et 12 opposants, et 20 abstentions sur les 180 qui étaient présents. C'est dire qu'il y a une culture du travail en commun qui font que des élus, par exemple Paris, où il y a l'opposition qui est représentée de Paris et la majorité aussi, sur des problèmes identiques, au Conseil de Paris, bien souvent ils s'affrontent, mais lorsqu'ils se retrouvent à la métropole, on retrouve une unanimité qui suit les propositions de la métropole. Bon. Donc c'est vertueux. Mais pourquoi un SCOT? Alors la métropole a plusieurs responsabilités. Elle a notamment, dans le cadre de l'aménagement, une responsabilité importante. Et là, je voudrais faire court parce qu'il faudrait quand même que les techniciens puissent intervenir. Pourquoi un SCOT? Parce qu'il faut que quand on est 7,5 millions d'habitants, qu'on représente 131 villes, qu'on soit capable ensemble de se projeter dans l'avenir et de se dire tous ensemble quel est le destin commun qu'on prévoit à ces 7 millions d'habitants. Dans tous les domaines, l'aménagement de l'espace, l'urbanisme, le commerce, l'activité économique, etc., y compris ce que tu disais tout à l'heure, Jacques, la désimperméabilisation des sols, le développement durable, l'environnement, la lutte contre la pollution, etc. Enfin, une multitude de compétences dont Ivan Escovitch parlera plus en détail tout à l'heure. En gros, c'est la colonne vertébrale de la métropole pour les 20 ans à venir. Et on se dit, dans toutes ces thématiques, comment on va envisager la coexistence de ces 131 villes en décidant
des zones économiques dans tel endroit qui sont plus fortes que celles dans un autre endroit, du logement plus important dans un endroit que dans d'autres, du logement social, etc. Bref, tout un ensemble d'équilibres qu'on doit imaginer pour les 20 ans à venir dans le cadre d'un consensus des 131 maires. C'est pas facile. Et là, nous sommes arrivés, grâce à une dynamique qui a été initiée par Jacques avec le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, qui est un peu la doctrine politique de ce SCOT et qui est le résultat des travaux de la commission que préside Jacques, du projet métropolitain. C'est la transcription politique, la politique dans le sens noble du terme, du travaux de sa commission. Et puis dans un deuxième temps, il y a le DOO, le document d'orientation et d'objectifs, qui lui organise d'une manière prescriptive, un peu plus précise, ce que le projet, lui, a prévu en gros. Comment on va le mettre en musique, et à finalement. partir de ces deux documents essentiels, il y a aussi le document concernant les PLUI, les plans locaux et intercommunaux d'urbanisme intercommunaux. À partir de ces documents, il y a donc un travail qui est fait en commun avec les maires, qui acceptent ou qui refusent, qui nous orientent et c'est Ivan Escovitch qui préside le comité de pilotage de mise en œuvre de ce SCOT. Il y a eu des discussions très dures entre nous. Il y a eu des discussions même où certains maires, je ne sais pas si tu te souviens, ont quitté la salle. Il y a 2 ou 3 maires qui se sont levés en disant « Mais non, ça ne m'intéresse pas. Bon, sur 131, c'est pas beaucoup. » Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont eu des réactions très, très, très vives et épidermiques. Et puis, ça commence à s'arranger. Et lorsque on arrive à faire comprendre à nos collègues qu'il ne s'agit pas de leur imposer des choses qu'ils ne veulent pas, mais qu'il s'agit de concevoir ce qu'on veut ensemble pour l'avenir de ces 7 millions d'habitants, ça va beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile. Alors, je termine. On va avoir un projet qui va être à peu près achevé. Je dis bien à peu près achevé. Je ne souhaite pas que la métropole vote définitivement le schéma de cohérence territoriale, parce qu'il y a quelque chose qui va être important l'an prochain, ce sont les élections municipales. Et que je pense que la démocratie doit nous conduire à valider, pas à accepter, à valider les travaux énormes qui ont été faits, autant par ta commission, Jacques, que par ton groupe de pilotage, Yvan, à valider ce travail énorme qui a été fait. Je remercie au passage nos assistants à la maîtrise d'ouvrage qui nous aident, que ce soit la PUR ou que ce soit l'IAURIF, que ce soit les cabinets qui nous assistent tout autour de nous. Merci aux services de la métropole qui font un travail considérable. Je ne voudrais pas que ce travail considérable ne serve à rien. Donc je souhaite qu'il soit validé et ensuite on dira à nos successeurs, ben voilà, le boulot est fait, il vous reste à l'approuver. De telle sorte que la démocratie fonctionne et que les futurs maires aient le droit de éventuellement rectifier ou éventuellement dire oui ou éventuellement dire non parce que nous, on aura validé. Patrick Ollier, on se retrouve dans quelques instants, on va continuer, on parle du SCOT, on va continuer à en parler, mais peut-être pour vous fixer les idées, on va regarder ensemble ce petit film, on va tous redescendre dans la salle. Merci à vous, en tout cas monsieur le maire, monsieur le premier adjoint et président, et regardez ces images. Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7 millions d'habitants, la métropole du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales. Et comme toutes les métropoles, elle doit se développer tout en assurant la qualité de vie de ses habitants. Alors pour ce faire, la métropole du Grand Paris travaille sur un SCOT métropolitain. Un quoi? Un schéma de cohérence territoriale métropolitain. C'est un document qui organise le développement de la métropole pour les 15 à 20 ans à venir. Le SCOT ne va pas se faire en un jour, il est le fruit d'un long processus. Il est élaboré par les élus de la métropole, des communes et des territoires, avec la participation des habitants, des entreprises, des associations, des experts et des techniciens. La concertation avec tous les métropolitains permettra d'alimenter le projet qui sera approuvé définitivement en 2020. À terme, le projet sera voté par l'ensemble des 209 conseillers métropolitains. C'est un document d'urbanisme qui mettra en cohérence les politiques publiques métropolitaines d'aménagement et de développement que devront respecter les communes et les territoires. Le diagnostic remis dans un premier temps aux élus a mis en avant 3 grands défis pour l'avenir. Garantir une métropole rayonnante et attractive, assurer une bonne qualité de vie à tous et répondre aux défis environnementaux. La métropole du Grand Paris est la première destination touristique au monde. Centre culturel international, elle a accueilli 24 millions de visiteurs en 2017. Avec 3 aéroports sur son territoire ou à proximité, elle est au cœur des échanges entre la France, l'Europe et le monde.
Les grands équipements actuels ou en projet, comme les universités ou le futur centre aquatique olympique, participent également à son rayonnement et à son attractivité bien au-delà de ses frontières. Véritable moteur économique, la métropole génère à elle seule près du quart de la richesse française. Un dynamisme qui se retrouve dans la grande diversité de ses secteurs d'activité, notamment l'innovation, la recherche, la santé, toutes les formes d'industrie, la logistique, la finance, les médias et la culture, mais aussi par la présence de grands quartiers d'affaires. Cette économie diversifiée est toutefois marquée par des déséquilibres territoriaux importants, avec des taux d'emploi qui vont du simple au quadruple selon les territoires. La métropole, et plus largement l'Île-de-France, est aussi la première région logistique de l'Hexagone. 450 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année, majoritairement par route. Ces flux de transport routier importants induisent une congestion croissante et impactent la qualité de l'air au quotidien. La métropole du Grand Paris concentre près de 60% de la population d'Île-de-France et près de 70% des emplois. Si son rythme de croissance se poursuit, sa population pourrait atteindre près de 7,5 millions d'habitants en 2035. La métropole du Grand Paris doit se donner les moyens d'accueillir l'ensemble de sa population, étudiants, jeunes actifs, familles, retraités, et leur garantir un cadre de vie de qualité. Le logement est aujourd'hui une question cruciale pour les métropolitains. La métropole doit permettre à l'ensemble de ses habitants de trouver à se loger sur son territoire à des prix raisonnables et adaptés. Le rééquilibrage de l'offre sur le territoire métropolitain et la construction de nouveaux logements, notamment sociaux, sont des enjeux majeurs. L'État impose un objectif de 38 000 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux. Quant au réseau de transport en commun métropolitain, s'il atteint aujourd'hui ses limites, de nombreux projets sont en cours pour l'améliorer et le développer. Avec les futures lignes du Grand Paris Express, plus de 60 nouvelles gares vont être créées qui faciliteront les déplacements dans toute la métropole. Ce développement urbain ne doit pas pour autant se faire au détriment des espaces verts et naturels qui participent de la qualité de vie et de la construction d'une métropole résiliente. Logement, activité économique, déplacement, consommation. Le mode de vie urbain impacte directement notre environnement et notre santé. La métropole a donc mis en place le plan climat-air-énergie métropolitain qui prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Quant à la pollution de l'air, elle entraîne une surmortalité de 6600 décès par an. Dès juillet 2019, la métropole va instaurer une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 sur 79 communes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. La qualité de vie des métropolitains peut aussi être impactée par d'autres nuisances comme le bruit, la pollution liée à certaines activités industrielles ou encore les risques naturels comme les canicules ou les inondations. Pour répondre aux défis environnementaux et prévenir les risques et nuisances, il est aujourd'hui indispensable de repenser l'organisation et le fonctionnement des villes, ainsi que la conception des bâtiments. Il faut rendre l'espace public plus paisible, mieux gérer les ressources en eau et en énergie, et sauvegarder les espaces verts et agricoles. Aujourd'hui, seul 14% de la métropole est occupée par les milieux naturels. Enfin, la métropole se lance le défi de la gestion des déchets, avec l'objectif de traiter la moitié des déchets présents sur le territoire d'ici 2020. Ce diagnostic a été largement partagé par les habitants lors de la tournée du bus du SCOT de mai à juillet 2018. Ils se sont particulièrement exprimés sur la nature en ville, les transports et les équilibres territoriaux. Avec le projet d'aménagement et de développement durable, les élus métropolitains ont affirmé 12 grandes orientations prioritaires. Conforter une métropole polycentrique, embellir la métropole et révéler les paysages, permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique de développement, s'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir, mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la métropole, offrir un parcours résidentiel à tous les métropolitains, agir pour la qualité de l'air, renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transport en commun, conforter les fonctions productives et la diversité économique de la métropole, suivre une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets, organiser la transition énergétique, maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales. Véritable projet politique, ces 12 grandes orientations vont se traduire concrètement en règles d'urbanisme à travers le document d'orientation et d'objectifs, DOO. Un document qui servira de référence aux plans locaux d'urbanisme des communes et aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux des territoires de la métropole.
Aujourd'hui, ce sont ces 12 grandes orientations, ces 12 grands paris de la métropole qui vous sont présentés. Vous pouvez les découvrir sur notre site dédié au SCOT, mais aussi à travers une exposition et les documents mis à votre disposition pour une concertation inédite. À travers des visites de sites exceptionnels, des rencontres et 12 réunions publiques sur tous les territoires de la métropole, vous êtes tous invités à participer à ces grands paris. 12 grands paris qui vont construire l'avenir de la métropole pour une métropole plus attractive, plus équilibrée, plus durable. Je vais vous présenter nos experts. Bruno Barocca, vous êtes architecte, urbaniste, vous avez beaucoup travaillé sur la métropole résiliente. Vous nous expliquerez notamment pourquoi il y a un risque d'augmentation de catastrophes naturelles, peut-être comment y faire face. Ludovic Fêtre, responsable d'études risques aménagement, vous êtes chef de projet à l'Institut d'aménagement d'urbanisme d'Île-de-France. Vous nous direz quels sont les risques majeurs que court la métropole du Grand Paris, quels sont les risques locaux et ceux qui sont finalement à l'échelle aussi de la métropole. Éric Daniel Lacombe, enfin, bonjour à vous. Vous êtes architecte, docteur en urbanisme, lauréat du Grand Prix d'aménagement en zone inondable, si mes informations sont exactes, et elles le sont. Vous nous direz comment, évidemment, on peut vivre avec le risque d'inondation et comment doit-on aménager ou bien ne pas aménager des zones inondables. Mais avant cela, on va parler évidemment continuer à parler un tout petit peu de ce SCOT, puisqu'on est là pour ça. Yvan Iskovitch, merci d'être avec nous. Alors le président Ollier vous a déjà longuement présenté, vous êtes un élu de la région, vous êtes maire adjoint de Rosny-sous-Bois, vous êtes en charge de l'élaboration du SCOT. Le SCOT, on a vu beaucoup d'informations finalement dans le petit film, je trouve qu'il était vraiment bien fait. Schéma de cohérence territoriale, c'est quoi finalement pour vous un territoire cohérent? Déjà, je voudrais vous dire que nous avons plusieurs milliers de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bon. Donc c'est plutôt encourageant de voir que finalement les gens ont pris le pari de la dématérialisation et du numérique et préfèrent au lieu de se déplacer suivre nos travaux sur leur smartphone. Mais vous êtes sûr là, vous me racontez, c'est pas juste pour me faire plaisir. Un politique ne ment jamais. Bon, d'accord, comme un journaliste. Et si je devais vous dire ce qu'est le SCOT, je pense que je rappellerai à tous ceux qui étaient à la balade tout à l'heure un seul exemple avec ce film qui est très clair de ce qu'est finalement le SCOT, et notamment quand on parle du sujet des inondations. On a été au niveau de la fameuse échelle des crues, on a vu la crue de 1910, la crue de 1924, et là on nous a expliqué que pour gérer efficacement les crues et les inondations, on installe un certain nombre de stations, notamment Vigicru, à un certain nombre d'endroits, on nous a montré, et on nous a parlé de 3 endroits. Et là je me suis dit voilà, on a une raison métropolitaine de faire un SCOT et une pertinence sur le territoire, parce qu'on nous a dit il y a une station à Gournay, une station à Créteil, et puis on voit ce que ça donne au niveau de nos gens. Et bien si ça c'est pas métropolitain, si tout ça c'est pas une preuve que les inondations à l'échelle, et c'est pas faire insulte aux maires qui sont présents, notamment au maire de Nogent, de dire que le maire de Nogent tout seul ne peut rien faire contre des inondations, que le maire de Gournay non plus et que le maire de Créteil non plus, mais par contre les 131 maires réunis dans la métropole un peu plus. Et si j'avais un exemple à donner qui était saisissant, notamment sur le sujet d'aujourd'hui, c'est voilà ce que c'est un SCOT. C'est mettre en cohérence les règles qui seront celles de demain, de la façon dont on va construire, dont on va aménager les berges, comme disait Jacques J.P. Martin tout à l'heure, dont on va permettre la perméabilité des berges, dont on va retrouver la perméabilité là où elle est perdue. Et c'est la façon dont on organise cette cohérence, c'est ça le SCOT, si on veut donner un exemple précis. Bon, Yvan Iskovitch, j'entends ce que vous dites. Vous parlez évidemment de collaboration entre les différentes communes. Quelque part, ça tombe sous le sens. Mais dites-moi, il n'y a pas une région, Île-de-France, qui est censée s'occuper de tout ça? C'est un échelon supplémentaire? C'est pas un échelon supplémentaire, et le président Ollier le dit souvent, c'est une façon de faire collaborer ensemble 131 communes qui ont un certain nombre d'enjeux communs. On l'a vu dans le film, l'inondation en est un, mais la pollution en est un. Également, les nuages de poussière et les particules fines ne connaissent pas les frontières administratives des villes ou les autres frontières. Et la métropole, puisqu'elle concerne l'air dense,
l'aire urbaine dense est à même de régler ces problèmes. Alors la région, pourquoi pas, mais en l'occurrence la loi est très précise. Les inondations, c'est la métropole qui doit les gérer. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, en tout état de cause, on comprend pourquoi. Parce que la façon dont on gère l'inondation dans la zone dense n'est pas la même façon dont on gère l'inondation dans la zone qui est moins dense. Et la région est constituée d'une zone dense et d'une zone qui l'est moins. La zone dense, c'est la métropole qui a la charge, avec les 131 maires, dans le cas d'une intercommunalité, non pas d'un échelon supplémentaire, de la gérer. Bon, mais alors concrètement, pardon, mais qu'est-ce que vous faites? Vous fabriquez des normes, on va dire encore que vous emmerdez les Français, quoi. Exactement. Mais en réalité, le français... Alors là, au moins, ça, c'est franc. Le français a une le français a une particularité, c'est que quand la norme le protège et permet peut-être que demain, il n'ait pas les pieds dans l'eau, la norme lui va. Mais quand la norme, finalement, il ne comprend pas l'objectif et comment elle le protège, peut-être qu'il la conteste. Mais on le voit, et on l'a vu, et les maires qui sont notamment concernés par les inondations le savent, les populations nous disent quoi? Nous disent c'est bien de gérer dans l'urgence d'une crue, d'une inondation, mais c'est encore mieux de la prévoir et de prévoir des règles qui vont éviter qu'à l'avenir, notamment si les crues que nous connaissons sont plus importantes, nous connaissions ce même type de problème. Patrick Ollier. Alors, si vous le permettez... De toute façon, même si je ne le permets pas, vous allez le faire quand même. Donc, Non, mais Yvan fait un travail remarquable sur le SCOT, mais je vais préciser quelque chose. Non, on ne fixe pas de normes. On prend des décisions. C'est pas pareil. Et on prend des décisions que jusqu'à présent personne n'a jamais prises. C'est-à-dire que la loi fixe aux intercommunalités, donc la métropole et les Thunes, le soin de s'occuper de la lutte contre les inondations. Et jusqu'à présent, l'État, je ne veux pas porter d'accusation contre l'État, mais je constate que l'État n'a pas fait face aux responsabilités de coordination et d'harmonisation qu'il aurait dû prendre, puisqu'il est l'État, sur l'amont de la Seine jusqu'à Paris, pas plus d'ailleurs sur l'aval jusqu'au Havre, au passage. Et que les différents échelons qui ne se parlaient pas entre eux ou quand ils se parlaient n'étaient pas d'accord entre eux, n'ont jamais été capables de concevoir un plan global qui parte du haut jusqu'à Paris pour protéger Paris et les villes riveraines de la Seine et de la Marne dans la métropole ou dans la région. et c'est plus facile dans une métropole où les gens se parlent? Donc, puisque la loi nous a donné la compétence GEMAPI, merci à la loi, parce que jusqu'à présent, personne ne l'avait. C'était l'État qui pouvait, mais qui ne faisait pas. C'était les intercommunalités qui auraient peut-être voulu, mais qui n'avaient pas la possibilité de le faire. La loi nous a donné la compétence GEMAPI. Nous avons décidé de mettre en œuvre cette compétence. C'est aussi simple que ça. Au passage, nous levons une taxe, je dois le dire, parce qu'il faut qu'on le sache, de 0,76 € par an par ménage fiscal, de telle sorte que ça nous donne les moyens financiers de pouvoir financer ce que l'on veut faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai aussi deux exemples. L'autre jour, j'étais à Gournay voir Eric Siegel, le maire de Gournay, et il m'a parlé des kilomètres De des quoi? kilomètres de digues, j'arrive plus à De digues. trouver le mot. Les kilomètres de digues qu'il doit construire, qui sont déjà construits, mais qui se dégradent pour certains, dans des conditions dans lesquelles je ne veux pas entrer, parce que sinon c'est trop compliqué. Et je lui ai promis que la métropole lui apporterait un soutien pour l'aider à stabiliser ces digues. Pourquoi? Parce que si ces digues sont, comment dirais-je, en mauvais état, la ville est inondée. C'est aussi simple que ça. Et jusqu'à présent, tout le monde se grattait la tête pour savoir comment il fallait aider Gournay, qui est une toute petite ville qui n'a pas les moyens de financer. On va l'aider. Deuxièmement, le casier pilote de la Bassée. Il y a un projet qui est un projet qui a été créé par l'État au départ sur des lacs de rétention. Je ne vais pas recommencer sur tous les lacs qui existent, parce qu'il y en a plusieurs, qui existent déjà, qui sont gérés par le PTB, l'établissement public qui s'occupe de ces problèmes-là. Et puis, les ingénieurs ont considéré que pour diminuer les risques d'inondation sur l'aval, c'est-à-dire sur Paris et les villes environnantes, il fallait avoir un nouveau lac de rétention beaucoup plus important que ceux qui existaient. Ce sont des dizaines de millions d'euros de travaux. Mais avant de se lancer dans ces dizaines de millions d'euros de travaux, et plusieurs dizaines de millions d'euros de travaux, il a été décidé de créer un casier pilote, c'est-à-dire un petit lac pilote, pour voir comment ça peut fonctionner
d'une manière efficace pour convaincre ceux qui ne veulent pas participer au financement d'y participer. La métropole a décidé de mettre 5 millions d'euros au pot. Et d'ailleurs, j'ai eu tout à l'heure, là, pendant que je vous parlais, le président de l'EPTB, Frédéric Mollossi, qui m'appelait pour savoir comment on allait organiser la mise en œuvre de cette subvention. C'est-à-dire que la métropole, dès la prise de compétence, a dit mais on va y aller et on va aller sur... Donc vous faites... On n'était pas prévu, on a pris une décision, on aide au financement et on permet de réaliser le casier. Je termine. Deuxième décision qu'on a prise alors qu'on n'avait pas la compétence, je l'ai prise en toute connaissance de cause pour Saint-Maur. C'est la vanne écluse de Joinville. Eh bien, la vanne écluse de Joinville, il y a un département dont je ne vais pas citer le nom, qui s'est retiré du financement de cette vanne écluse qui était destinée à diminuer de quelques centimètres les inondations sur Saint-Maur, etc., les 15 villes du Tour de la Marne, de la presqu'île, je dois vous approuver. Cette vanne écluse ne fonctionnait pas. Eh bien, la métropole, puisqu'il manquait encore près de 500 000 euros pour la faire fonctionner et pour faire les travaux, j'ai dit à Saint-Maur, la métropole apportera ces 500 000 euros. On a permis de résoudre le problème. La vanne écluse, maintenant, fonctionne et évitera quelques centimètres, une dizaine de centimètres, vous savez que 10 centimètres à Rueil-Malmaison. 10 centimètres, oui, ça vous sauve une maison. Hein, la ville dont je suis le maire, 10 centimètres, ma ville n'est plus inondée. Hein. Voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, je vous ai cité 2 ou 3 exemples bien précis pour vous dire qu'on ne fixe pas des normes, mais on prend des décisions. Et on va en prendre d'autres. On a décidé de travailler sur 100 km de digues. C'est quand même pas rien, 100 km de digues. Oui, mais alors qu'on va aider à financer pour protéger, tant que faire se peut, les rivages concernés. Justement, Patrick Ollier, et on va laisser répondre Yvon Itzkovitch. Est-ce que vous avez fait pas un SCOT un peu, comment dire, à marche forcée? À Lyon, ils ont mis 10 ans pour faire leur SCOT. Vous, en 2 ans, vous le bouclez. Alors on pourrait dire c'est formidable, mais on peut dire aussi, finalement, vous avancez comme des bulldozers. On se plaint sans arrêt que les élus ne font rien. Pour une fois qu'ils font quelque chose, vous n'allez pas râler quand même. Moi, je râle toujours, je suis payé pour ça. C'est Scovis, vous répondez. Il y a 2 réponses. La première, c'est que la métropole de Lyon n'a pas la chance d'avoir un président qui s'appelle Patrick Ollier. Oui, alors ça c'est du faillotage. Exactement. Mais justement, voilà. Vous avez raison. Et la deuxième chose... Il faut toujours failloter auprès du président. Et la deuxième chose, c'est que la métropole de Lyon, à la différence de la métropole du Grand Paris, ne s'est pas créée dans les mêmes circonstances. La métropole du Grand Paris a été un peu un accouchement forcé, puisque la loi a forcé cette intercommunalité dont parlait le président Ollier, ce qui n'est pas le cas de la métropole de Lyon, qui s'est créée autour d'un projet, d'une fusion de collectivités, et qui n'a pas la même histoire. Et la métropole de Lyon n'est pas donc partie des mêmes fondements. Et ce que vous dit le président Ollier depuis tout à l'heure, c'est que on n'a pas été non plus créé pour président qui est pour édicter des normes. On a été créé pour prendre des décisions. Et on ne peut prendre ces décisions que dans un contexte de cohérence stratégique et de grands schémas dont fait partie le SCOT. Et c'est la différence, notamment de genèse avec la métropole de Lyon. Oui, le timing, l'agenda que nous sommes fixés est ambitieux, mais si nous ne fixons pas cet agenda-là, nous ne donnons pas aux habitants et à ceux qui travaillent dans la métropole, à ceux qui font partie prenante de cette métropole, l'idée qu'elle existe, cette métropole, et qu'elle est utile à leur vie quotidienne. C'est ce que disait le président en disant qu'elle décide. Bien, alors voilà, maintenant, je pense que le SCOT, vous avez compris ce que c'était, vous avez compris ce que c'était que cette métropole du Grand Paris, vous avez compris que on ne prenait pas comme ça des décisions simplement pour le plaisir d'en prendre, mais qu'on faisait les choses. Maintenant, parlons de ces risques inondations. Je me tourne vers vous, messieurs les experts, et Ludovic Fêtre. Peut-être on va commencer avec vous. C'est quoi les risques majeurs auxquels la métropole du Grand Paris doit faire face aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Les risques majeurs, on peut peut-être d'abord rappeler la définition telle qu'elle est communément adoptée, je dirais, par les ministères, notamment de l'environnement. C'est finalement un risque majeur, c'est le croisement d'un aléa. Alors un aléa, ça peut être un phénomène naturel, une inondation, un mouvement de terrain, un séisme, un ouragan, qui se caractérise par une fréquence et par un niveau de
Pas de enfin, de voilà, puissance, de voilà, enfin, en tout cas, puissance. voilà, qui se caractérise, en tout cas, par une intensité, voilà, je cherchais le mot. Ah ben ça je Et comprends. De toute façon, les aléas, Et c'est déstabilisant en plus. voilà. Un peu. Donc Voilà. c'est l'aléa, et l'autre versant de la question du risque, puisque c'est le croisement des deux, ce sont les enjeux. Les enjeux, ça peut être des populations, ça peut être des enjeux humains, ça peut être des enjeux économiques, des enjeux d'infrastructure. Enfin, c'est le croisement des deux qui fait finalement le risque et l'importance du risque. Globalement, une inondation majeure sur un territoire très très peu habité, où il y a des enjeux extrêmement minimes, finalement le risque n'est pas très important, mais une inondation même moyenne à l'échelle d'un territoire très urbanisé, par exemple comme celui de l'Île-de-France, ça prend tout de suite, ça devient un risque très important. Ça, c'est la première chose, la première définition. La deuxième chose, c'est aujourd'hui comment nous, par exemple, à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, et on essaie d'accompagner aujourd'hui notamment la métropole dans l'élaboration du SCOT métropolitain, comment peut-on essayer d'aborder finalement la question des risques d'une façon un petit peu différente. Aujourd'hui, c'est souvent perçu, le risque est perçu comme une contrainte par les aménageurs. Et le risque, c'est d'abord... Des emmerdements, quoi, finalement. Ce sont des emmerdements, et c'est Voilà. d'abord une question de... le risque, c'est pour moi d'abord un enjeu d'aménagement. C'est-à-dire que, effectivement, c'est les enjeux. Et aujourd'hui, il faut composer, il faut concilier ces aléas avec la question des enjeux. Alors, les enjeux, ça peut être le développement économique, ça peut être le développement urbain. On est aujourd'hui une agglomération qui continue de se développer. Ça peut être aussi, à l'inverse, des enjeux d'environnement au sens global. C'est des enjeux de biodiversité, de préservation de ressources, de préservation des terres agricoles. Et effectivement, aujourd'hui, c'est faire que ce risque, qui est perçu essentiellement comme une contrainte, devienne plus une composante de l'aménagement du territoire. Et le contexte francilien en particulier, c'est un territoire aujourd'hui en mouvement. C'est la métropole, c'est des intercommunalités qui se créent. C'est un territoire qui vit énormément, c'est des grands projets. C'est le grand projet, c'est le Grand Paris. C'est des projets d'urbanisation extrêmement importants, de densification sur certains territoires. Et finalement, c'est comment on compose aujourd'hui avec ce risque. Et on va y revenir notamment sur le risque inondation qui est... Mais c'est bien le premier, parce que moi j'ai préparé un peu la réunion publique là. Je me suis dit, le risque inondation, ça doit être le risque numéro 1. J'ai raison ou pas? Le risque inondation par débordement de la Seine et de la Marne est le risque majeur aujourd'hui à l'échelle du territoire francilien, de la métropole, mais aussi c'est le premier risque aujourd'hui reconnu par les experts au niveau national. Il n'y a pas beaucoup de grandes catastrophes qui pourraient survenir. On parle souvent d'un séisme dans le sud de la France, une grande inondation sur le bassin de la Loire, mais l'inondation majeure à l'échelle nationale, c'est une inondation sur le bassin de la Seine. Le bassin de la Seine, c'est évidemment Paris, c'est la métropole, c'est l'agglomération parisienne, c'est la région Île-de-France, mais le bassin de la Seine, il démarre sur les régions voisines et jusqu'au Havre et à Rouen. Alors, donc c'est un bassin extrêmement vaste. J'ai déjà des questions qui arrivent par Twitter, ce qui veut dire que sur Internet, on nous suit effectivement. Est-ce que le risque d'inondation augmente? Et si oui, pour quelles raisons? Bruno Barocca? Merci. La première chose, vous avez des questions qui arrivent par Twitter. Moi, j'ai des dizaines d'étudiants de urbain de l'université qui suivent aujourd'hui cette conférence, ce qui montre que les choses changent. C'est-à-dire que il n'y a pas une salle comble, mais il y a des milliers de personnes qui nous suivent en ligne. Et on est donc fortement dépendant, même dans nos habitudes, de ces réseaux. Et ces réseaux, c'est quoi? C'est un réseau de télécommunications, c'est un réseau d'électricité qui lui-même est fortement vulnérable à des aléas. Donc, en cas d'inondation, comment vous faites pour prévenir la population? Comment vous faites pour partager les bonnes actions à mettre en œuvre, alors que vous serez peut-être coupé de ces moyens de communication? Et donc, en parlant comme ça de la ville, finalement, on voit tout de suite que le risque a augmenté. Simplement par nos habitudes qui nous mènent à être de plus en plus dépendants du génie urbain, de l'électricité, de ces réseaux. Et donc, cette dépendance qu'on a maintenant, même dans une situation qui serait identique à ce qu'on a connu en 1910 en termes d'urbanisation, nous rendrait plus vulnérables parce qu'on n'a plus les habitudes de communiquer. On n'a pas, je pense que peut-être pas le même nombre de personnel dans les structures publiques, mais on n'a pas l'habitude de communiquer par des bulletins distribués dans les boîtes aux lettres, on se connaît peut-être moins dans son réseau autour de soi, donc on a une vulnérabilité qui est déjà beaucoup plus forte sur ce point-là. Donc les risques sont plus importants? Alors, pour moi, les risques sont beaucoup plus importants.
de ce point de vue-là, Bruno Barra, je vois Ludovic on a Fêtre aussi- qui prend des notes, là, il va vous répondre. On a aussi des enjeux qui ont considérablement augmenté. Ludovic Fêtre a des chiffres sur ce qui s'est construit en zone inondable depuis la mise en place des plans de prévention des risques d'inondation. C'est quand même extrêmement important. Mais il y a d'autres éléments qui me questionnent. Monsieur le Président, vous avez parlé de tout ce que vous soutenez, c'est-à-dire autour des lacs pilotes, autour des 100 km de digues, etc. Mais il faut aussi se poser la question du risque en termes de catastrophe. La catastrophe, c'est à partir du moment où nos moyens mis en œuvre sont défaillants. C'est le jour où le niveau d'eau sera au-dessus du niveau de la digue. Et ce jour-là, il faut se poser la question de comment on a préparé le territoire qui est derrière pour vivre le moins mal possible. Et donc, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. On ne peut pas dire c'est les digues et les casiers qui vont résoudre le problème. Le problème est beaucoup plus complexe. Ce que vous dites, c'est que c'est pas seulement de la prévention qu'il faut faire, c'est aussi de la préparation à la catastrophe. Ce que je dis, c'est que les digues et les casiers albastés vont permettre de résoudre des petits épisodes de risque ou des épisodes moyens si on y met beaucoup d'argent et beaucoup de structures. Mais l'événement exceptionnel, on ne peut pas le contenir entre des digues et dans des casiers. Et cet événement exceptionnel, il faut s'y préparer. Et s'y préparer, c'est préparer le territoire. Et ça passe par l'aménagement, ça passe par des opérations, parce qu'on sait le faire. À côté de moi, Éric Daniel Lacombe a fait un projet à Romorantin qui a subi un événement absolument gigantesque. Parce que vous construisez en zone inondable. Bah oui, attendez, allez-y. Donc, et on ne vous arrête pas, vous vous promenez en liberté dans les rues de Nogent, et on vous invite même à venir parler dans une réunion publique. Oui, Olivier, c'est pour ça qu'on m'invite, c'est-à-dire que je suis d'accord avec le président. Parlez bien dans le micro. La première question, elle est qui va arbitrer? Vous avez dit qui va décider, qui va arbitrer pour décider de construire ou pas en zone inondable? Au moment où j'ai commencé un projet à Romorantin, bon, c'est avec un peu plus loin que le centre de Paris, j'ai eu ce que vous racontiez. J'avais la sous-préfète d'un côté, donc c'est l'État, qui disait en gros on interdit tout, et j'avais le maire de l'autre côté qui disait ça serait mieux si on pouvait tout faire. Parce que moi j'en ai besoin, voilà. Exact. Parce que c'était une friche industrielle, il avait perdu 2000 emplois, enfin toutes les raisons que je croise du matin au soir sur ces territoires-là. La première chose que j'ai Parlez bien dans le micro, là. Première chose qui m'a préoccupé, c'est celle que vous avez nommée, il n'y avait pas de GEMAPI encore, c'était de trouver le bon niveau de la conversation. Et c'est la première fois que le maire, dans sa vie de maire, s'est demandé, est-il raisonnable ou pas de construire en zone inondable? Et il n'a pas fait tout ce qu'il voulait faire. Mais en même temps, le préfet n'a pas interdit tout ce qu'il voulait interdire. Et alors, ça commence à être des enjeux pour parler d'architecture qui sont très différents. Alors j'ai fait un petit tour du monde quand même à ce moment-là. Je me suis rendu compte, pardon d'être un délinquant comme vous l'avez dit, mais que la Faute-sur-Mer venait de tomber, c'est la digue qui avait tué des gens. Je suis allé à la Nouvelle-Orléans, c'est la digue qui avait tué des gens. Et Fukushima, c'est la digue qui avait tué des gens. Et la digue, c'est assez simple. Vous avez raison, tout ce qu'on pourra faire pour les entretenir, ça sera bien. Mais la digue, elle pose un problème, c'est qu'elle rend invisible le risque. Et si vous ne savez pas quel risque vous encourez, vous en méfiez beaucoup moins et vous risquez de perdre la vie. C'est pour ça qu'on a besoin de la population, parce qu'une fois qu'on aura réglé l'échelle politique, il faudra que la population soit consciente du risque. Et moi, mon métier, c'est d'être architecte. Et j'ai construit ce quartier à l'intérieur de règles. Et j'ai fait une chose très simple. J'ai dit, on va faire passer l'eau dans le quartier. Et quand l'eau est montée, je peux vous donner les niveaux d'eau, l'État avait dit 1,20 m, ce qui avait fait coucher le maire par terre, ce qui avait fait absolument marrer tout le monde. Ils m'ont rajouté 30 cm de précaution, ça faisait 1,50 m. J'étais avec un promoteur. Là, on disait, jamais ça n'arrivera. Bah déjà, le promoteur, il est parti, il me devait 2 ans d'honoraires et je ne l'ai jamais revu. Mais je suis resté et j'ai dessiné un autre projet. C'est la première fois de ma vie que j'ai jeté tout un projet pour en recommencer un autre avec la population. Vous disiez la concertation est obligée. J'ai trouvé que l'inondation, comme réflexion sur nos milieux habités, était un prétexte de discussion absolument passionnant. On pourrait dire plus éthique qu'esthétique. Et j'ai fait un projet à l'intérieur duquel l'eau pouvait circuler.
vraiment circuler. Alors, ce qui est possible à Romorantin, où j'ai une emprise à 20% et 80% de régulation naturelle, n'est certainement pas possible dans la métropole, où c'est l'inverse. Mais parce qu'on peut vivre, on peut habiter un logement en zone inondable aujourd'hui sans avoir la peur au ventre. Évidemment, j'ai rencontré le préfet de l'Aude. Vous voyez le préfet de l'Aude. Ce qui vient de vivre à Trèbes et dans toute la vallée de l'Aude, c'est très compliqué. Parce qu'on est un peu comme chez vous, ou comme chez nous, j'habite aussi à Paris, on est avec des situations existantes. Et pour vous dire les choses, à Romorantin, le quartier que j'ai construit, c'est un quartier neuf. Donc c'est plus facile de penser le neuf, mais quand on est à l'existant, on fait quoi? Les maisons qui sont frappées, on les frappe d'interdiction. Si je suis à cette table, c'est qu'il s'est passé une chose importante. C'est qu'à Romorantin, en laissant passer l'eau, j'avais beaucoup travaillé sur l'entrée de l'eau et surtout sur la sortie de l'eau. On a eu 0 dommage. Et qui est à mes côtés en ce moment? Ce sont les assurances. De toute manière, la question est diaboliquement simple. On ne saurait pas payer une catastrophe à Paris. On a déjà du mal dans la vallée de l'Aude. Je reviens de Corse où je travaille sur les submersions à 2,40 m. On ne saurait pas les financer. Donc je suis en train de convaincre les assureurs d'arrêter de penser à ce qui se passerait après pour mettre de la prévention sur ce qui se passerait avant. Dans le Loir-et-Cher où j'ai fait Romorantin, il y a quand même eu, sur le reste du département, 900 millions de dégâts. 900 millions de dégâts. Vous imaginez ce que ça représente? Sur Paris, ça serait des milliards. Donc, on le voit à l'échelle du monde. Donc, est-ce que les inondations augmentent ou pas? Ça dépend de quels experts vous regardez, s'ils sont au GIEC ou ils ne le sont pas. Mais la vraie question, c'est pourquoi on ne changerait pas nos façons de faire, ce que vous avez dit, ou nos façons de faire de l'architecture, ce qui est encore autre chose, alors que tout change autour de nous. Donc cette régulation naturelle et culturelle, elle est formidable. Alors, je me tourne vers les élus, et j'en profite, je vous donne la parole, hein, mais pour vous donner en plus les questions qui tombent là. Est-ce que le risque d'inondation augmente? Si oui, pour quelles raisons? Michel de Paris. Encore une approche à l'échelle métropolitaine peut-elle davantage répondre à ces enjeux? Ça, c'est Julien de Saint-Maur-des-Fossés qui pose cette question. Vous allez répondre, Yvon Itzkovitch, mais peut-être pour répondre à Patrick Ollier, il y a deux choses qui vous ont dit, hein, en fait, en gros. On dit, oui, mais moi je résume, parce que vous savez, et vous n'allez pas expliquer à un mec qui bosse à France Info que c'est pas important de répéter plusieurs fois la même chose. D'une part, ils vous disent, les digues, c'est bien, mais en fait, il faut se préparer à la catastrophe. Et deuxièmement, il faut aussi voir les risques. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte? Bien, 2 mots. Il y a le curatif et il y a le préventif. La métropole existe depuis 3 ans. Donc il ne faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit. 3 ans. En 3 ans, ce que nous avons fait est considérable. À quelques-uns, parce que nous ne sommes pas nombreux. Je reprends Lyon, 15 ans d'existence, etc. Et tant mieux, parce que Lyon a fait des choses fantastiques. Et nous prenons exemple d'ailleurs sur eux pour nous éviter de perdre du temps pour aller plus vite. Mais, dans la GEMAPI, ça fait 1 an qu'on a la GEMAPI. Donc, nous sommes dans le curatif pour l'instant. Ça veut dire que nous essayons, en ayant des moyens financiers, de protéger l'existant, tant que faire se peut. Et que ceux qui sont menacés sachent que nous avons l'intention d'aller vite et loin pour protéger. Est-ce qu'il faut faire un nouveau barrage sur Lyon? Je vous provoque parce que je sais que ça crée un problème terrible dans certains milieux. Très bien, c'est une question qu'on a le droit de se poser. Et quand j'ai en face de moi les ingénieurs de l'État qui me disent qu'il faut surtout pas le faire, je me demande pourquoi. Pourquoi ça pose un problème? Pardon, parce que moi qui ne suis pas je ne veux pas ouvrir initié... le débat là-dessus. Je vous dis simplement que je pose des questions et auxquelles je n'obtiens pas de réponse parce qu'on me dit qu'il ne faut pas le faire. Mais je ne sais pas pourquoi il ne faut pas le faire. Bon, passons. Il y a des problèmes d'ordre politique. J'étais maire dans le temps d'un village de haute montagne qui s'appelle Serre-Chevalier. Et j'ai un jour pleuré sur les rives d'un torrent qui avait explosé, qui avait ravagé le village. Il a fallu 3 mois pour... ça avait détruit des maisons. Et il y avait des journalistes, alors des journalistes vachement compétents, qui m'ont dit sur le bord du torrent, des maisons qui étaient là depuis le XVIe siècle, qui a donné le permis de construire? Voilà. Donc c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, parce qu'il y a quelques siècles, les permis de construire n'existaient pas. Mais les maisons étaient suffisamment costauds pour ne pas être démolies par les flux torrentiels. Donc on est dans le curatif pour éviter ça. On va multiplier les initiatives
pour rassurer les populations et protéger les villes tant qu'on peut le faire. Et l'idée avec les agriculteurs est extrêmement importante. Parce qu'avoir des vases d'expansion qui permettent d'élargir la crue en amont sur des terres agricoles plutôt que de la voir ravager les villes, bon, on est en train de prévoir la désimperméabilisation des sols. Ce qui est très important. Dans la métropole, il y a à peu près 10 à 12 000 hectares d'inondables dans la métropole. Ce qui fait quand même... 10 000 hectares, soit 12% de sa superficie. 12% de la superficie, c'est quand même important. Et ce que vous dites, Monsieur Lacombe, m'intéresse énormément. Moi, j'aimerais qu'on reprenne le débat avec vous à la métropole, parce que là, on est dans le préventif. Et construire d'une autre manière plus tard, moi, ça m'intéresse. Et j'ai proposé à Castro, à partir du rapport qu'il a fait. Bon, Castro est un ami, on a discuté, Roland, je le connais depuis des décennies, et je veux voir avec lui comment on peut imaginer un concours, comment construire sur les bords de l'eau. Parce qu'il a, dans son rapport, évoqué des idées. Mais c'est pas précis, c'est quelque chose, c'est comme il explique, c'est une sorte de poésie qu'il a construite. Mais moi, je veux rentrer dans le concret. Et je veux qu'il y ait un concours d'Inventons la métropole, comment construire au bord de l'eau. Et si vous voulez, Monsieur Lacombe, vous associer à nous, faites-le. Moi, je vous ouvre les portes. Parce que cette nouvelle manière de construire, je ne la connais pas. Je ne suis pas un technicien. Et je suis prêt à faire confiance à ceux qui sont capables d'inventer ça. En revanche, pour le curatif, décider d'améliorer des digues, décider d'élever des murs contre l'eau, décider de faire acheter par les communes des boudins qui permettent d'éviter aux rues d'être ravagées, ça c'est du curatif immédiat. On l'a financé. On est sur des financements, par exemple sur la renaturation de Lierre à Villeneuve-Saint-Georges. Je cherchais le lieu. Je suis allé avec le président Macron, d'ailleurs, on était plusieurs, hein. Mais nous avions les pieds dans la boue, c'était terrible de voir ces populations en souffrance. Et bien la métropole a décidé d'intervenir et nous allons aider avec la région qui va nous aider, le département, on va tous s'y mettre pour acheter la totalité des berges qui ont été inondées, démolir les pavillons et renaturer, c'est bien ça, renaturer les berges de Lierre. C'est décidé, on a engagé l'action. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite, qui touche à la désimperméabilisation des sols. On a décidé de réouvrir la Bièvre, ça contribue aussi. C'est des petites initiatives, mais quand on ajoute plusieurs petites initiatives, ça permet de répandre l'eau et d'éviter qu'elle déferle. Et on va mettre 2 500 000 € sur la Bièvre, et on va également travailler sur la Vieille Mer. On est en train de travailler sur le Morбrat. Personne n'a peut-être jamais entendu parler du Morбrat. Avant d'être dans la métropole, je ne savais pas où il était. Je suis allé voir et maintenant je connais sur les communes qui sont concernées. Et on rentre dans le syndicat mixte d'aménagement du Morбrat pour les aider à financer l'aménagement de ce cours d'eau qui est dangereux quand il y a des inondations. On a également travaillé sur un projet de désimperméabilisation beaucoup plus large. Bon, je ne veux pas y revenir parce que ça serait trop long à expliquer, mais ce sont des principes que j'évoque. Donc on est déjà rentré dans ça, alors qu'on n'existe que depuis 1 an pour la GEMAPI. Je ne veux pas dire qu'on est meilleur que les autres, ce n'est pas le problème. Je veux simplement dire que quand on donne une compétence à quelqu'un, on donne une bouteille à quelqu'un, on lui dit de remplir le verre, il sait le faire. On nous donne une compétence, on lui dit de l'exercer, on sait le faire. Jusque-là, personne n'avait cette compétence et personne ne le faisait, si j'essaie de schématiser. Donc, moi, je essaie de relever avec mes amis, avec Iskovic et d'autres, on essaie de relever des défis, on essaie de prévoir l'avenir, on essaie d'anticiper pour que certaines choses ne se reproduisent pas, pour que des densités ne soient pas insupportables pour la population, pour que les moyens de transport puissent permettre d'aller plus vite d'un endroit à l'autre, et non pas qu'on se creuse la tête pour savoir comment on peut empêcher qu'il y ait une connexion sur 2 gares qui sont fixées au même endroit. Je parle du côté de Champigny, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses folles au niveau de décideurs et au niveau de l'État que je ne comprends pas. Moi, je voudrais qu'on apporte un peu de sagesse, un peu de vision et un peu de perspective et qu'on décide pour mettre en œuvre ces projets. Bon. Moi, je décide, Ivan Iskovic, cette question, elle est facile. Hein, en quoi l'approche à l'échelle métropolitaine peut-elle davantage répondre à ces enjeux? Et puis, il y a des questions dans la salle, on va les prendre juste après. Hein. Mais le président vous l'a dit, et ça est très bien dit par Daniel Lacombe, si vous voulez anticiper un certain nombre de risques, il faut que les règles qui sont fixées, notamment quand les maires construisent ou quand les maires aménagent, le permettent. Et je me permets de revenir sur la balade d'aujourd'hui. On a eu un exemple qui était sidérant. On nous a dit, les gens qui ont construit leur première maison au bord de la Marne, en zone inondable, savaient qu'il ne fallait pas mettre de chaudière au niveau du rez-de-chaussée.
Et puis les gens, au fur et à mesure que les maisons ont muté, des gens sont venus s'installer et ont fait comme s'ils n'étaient pas en zone inondable et ont installé des chaudières en rez-de-chaussée. Et au moment où il y a eu des inondations, ils ont été très embêtés parce qu'ils ont eu donc une absence de chauffage, d'eau chaude, et ils ont des dommages sur leur installation. Mais ils n'avaient pas l'info. C'est un exemple. Non, mais c'est un exemple. Ils ne savaient pas ou est-ce qu'ils ne voulaient pas savoir? C'est un exemple pour illustrer l'histoire de la digue. Quand on vous cache le risque et que le risque vous n'en êtes pas conscient, c'est un exemple anecdotique mais important pour montrer que le risque, quand il est caché, il est encore plus dangereux. Et pour moi, pourquoi je me permets de vous dire ça, c'est que si on fait un SCOT, si on établit des règles de cohérence, c'est pour que quand elles vont descendre dans les niveaux inférieurs, dans les PLUI, quand elles vont descendre dans les PLUI, quand elles vont descendre au stade d'instruction des permis de construire ou des permis d'aménager ou de la façon dont on va modifier et aménager ces berges de Seine, de Marne et d'autres nus et rivières qui sont dans la métropole, on va peut-être avoir ça en tête plutôt que de rester caché. Je pense que vous mettez en fait votre main sur de rester caché, en fait, de rester caché micro, voilà. derrière les digues. Oui, très vite, Éric Daniel-Lacombe, on prend cette question dans la salle oui, après. je pense que vous avez raison. Il y a 3 préventions. Il y en a 2 qui coûtent pas très cher. Il faut quand même beaucoup parler argent avec ces choses-là. Et sur la question de la responsabilité, l'État fait quand même des choses. Il dessine les PPRI. Si je montre un PPRI à Olivier, c'est des cartes avec des couleurs, des hauteurs d'eau. Vous n'avez pas une chance de savoir dans quel sens coule la Seine ou la Marne, ni à quel niveau il faut que vous vous placiez pour être à l'abri. Donc, les PPRI... C'est vous dire si c'est compliqué. Oui, et pourtant vous êtes un journaliste, j'ai compris, mais vous n'avez pas une chance de vous en sortir. La première idée, je passe ma vie à ça, c'est de raconter aux populations la façon de transformer des cartes abstraites en éléments sensibles. Je ne veux pas faire du bachelard, mais il faut savoir, oui, là même, je ne sais pas comment coule la Marne, si elle arriverait vers nous, si elle passerait sur le côté. Il faut rendre les gens conscients. La deuxième chose, pendant qu'on les rend conscients, c'est leur dire qu'il va pleuvoir un jour, mais que l'eau peut être quelque chose d'admirable pendant les 99 jours qui restent. Une centenale, c'est aussi des jours de beau temps. Ça, c'est la première prévention. La deuxième prévention, et mon tour du monde me l'a apprise, c'est qu'il faut se mettre à l'abri. Et décider, c'est une nouvelle responsabilité, de savoir si on reste chez soi ou si on se sauve. Nous, les architectes, on a appris ça avec le feu. Je peux vous assurer qu'avec l'eau, c'est d'autres problématiques. Il y a des moments où il vaut mieux rester, parce que ce n'est pas le bon moment, en octobre 2015, que de prendre sa voiture dans son parking, pensant qu'on va se mettre à l'abri, parce que là, on meurt. Et la troisième chose, vous l'avez dit aussi, c'est qu'il y a des transformations à faire sur le monde dans lequel nous habitons. Mais ces transformations, c'est là le paradoxe de l'État. Moi, je travaille beaucoup avec la DGPR, Direction Générale de la Prévention des Risques. C'est que si vous interdisez à quelqu'un de transformer son habitat, il ne pourra pas faire en sorte que son habitat soit moins vulnérable. Donc, cette troisième logique d'accompagnement, elle est fondamentale. Sinon, on aura des dégâts qu'on ne saura pas payer. Question je sais que vous voulez parler, Ludovic Fett, Bruno Barranca, je vous donne la parole, promis, juré, craché, mais la parole est à la salle. Quelqu'un veut poser une question? Voilà, on vous écoute, parlez sans haine et sans crainte. Question. Il existe un schéma directeur de la région Île-de-France, vous avez fait allusion, il existera demain un schéma de... Vous m'entendez? Très bien, de cohérence territoriale, donc demain, on en parle. Il existe des PLUI. Comment s'organise la hiérarchie des normes? Est-ce qu'on va du plus grand au plus petit? Est-ce qu'on peut attaquer demain un PLUI parce qu'il n'est pas conforme au SCOT, attaquer le SCOT parce qu'il n'est pas conforme au SDRIF? C'est le plus grand périmètre qui s'impose au périmètre inférieur? Alors c'est vrai qu'il y a encore plus compliqué que les cartes d'Éric Daniel-Lacombe, c'est le millefeuille administratif, hein, Yvon Etzkovitch. Non, il est très simple, il n'est pas compliqué du tout. Il n'y a pas de représentant de la région Île-de-France ici. Le SDRIF ne dit pas grand-chose. Ils sont 200 sur Internet voilà. à vous regarder. Et... Voilà, sur les quelques milliers, oui, à peu près. Et le SDRIF n'est pas très difficile à contourner et à appliquer, puisqu'il ne dit pas grand-chose, le SDRIF. En tout cas, sur certains domaines, notamment celui-là. Voilà. Et puis ensuite, il y a en effet le SCOT et les PLUI. Pour être très clair, et heureusement que le président de l'EPT est parti, on peut le dire, imaginons que demain, comme on est à Nogent, l'EPT entre Paris, entre Marne et Bois, essaye le territoire qui est à la charge du PLUI, élabore un PLUI qui ne prévoit pas les dispositions relatives aux constructions et à la perméabilité des berges de Marne que nous avons prévues dans le cadre du SCOT. Très simplement, ce PLU sera totalement nul, puisque non compatible avec le schéma de cohérence, pour donner un exemple très concret.
Il faut la compatibilité. Prenez un micro si vous voulez parler, Président. Ludovic Fêtre, je vous sentez bouillir. Là. Non, je voulais reprendre un peu de hauteur par rapport finalement à la vulnérabilité de Vous l'agglomération. voulez reprendre de hauteur, c'est-à-dire que nous on est ras des pâquerettes, quoi. C'est ça que vous êtes en train de parce dire. En fait, c'est illustrer finalement l'emboîtement d'échelle dans la réflexion du risque et du risque d'inondation notamment, qui est, je le répète, le risque majeur à l'échelle de l'Île-de-France. Quand Éric Daniel Lacombe travaille sur des projets, il travaille à l'échelle du projet urbain. Il y a aussi, et quand vous parlez métropole, qu'est-ce qui fait finalement le risque par rapport à la métropole? C'est d'abord une vulnérabilité extrêmement importante, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'habitants qui sont concernés. C'est plusieurs centaines de milliers de logements. C'est un impact économique considérable, avec beaucoup de petites entreprises. On a fait des analyses. 90%, alors on doit avoir 70 à 80 000 établissements, plus de 500 000 emplois aujourd'hui en zone inondable en Ile-de-France. Essentiellement des petites entreprises qui sont absolument pas préparées aujourd'hui au risque. C'est des services publics qui n'ont pas obligatoirement des plans de continuité d'activité. Et aujourd'hui, effectivement, vous parlez de protection, GEMAPI, les digues, les murettes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces digues et murettes existent, mais elles ne préservent pas le territoire d'une crue majeure du type de la crue de 1910. Effectivement, sur Paris intramuros... dit Patrick Ollier. Non, j'ai raison. Ah, il a raison, vraiment. Moi, j'aime bien quand les gens ne sont pas d'accord. Si on est sur une crue de type 1910, donc une crue d'occurrence centenale, une chance sur 100 de se produire chaque année. Hélas, il a raison, dit-il. Hélas, il a raison. Effectivement, Paris, on peut penser que ce sera bien protégé, en tout cas du débordement direct, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que... Ça va encore arranger nos affaires, Paris protégé et le reste du les territoire sous l'eau, ça va rendre populaire les Parisiens. Du Val-de-Marne sont protégés à des niveaux inférieurs, des crues d'occurrence cinquantennale. Donc une crue majeure du type 1910, finalement, on aurait des territoires extrêmement inondés. D'ailleurs, tous ces chiffres de densité qui sont extrêmement importants, Paris est quand même une des villes, en tout cas l'agglomération, une des villes les plus denses au monde, c'est ce qui fait aussi l'importance du risque. C'est les enjeux de vulnérabilité des réseaux. Et aujourd'hui, une métropole fonctionne en réseau. C'est les réseaux de transport en commun, c'est l'électricité, c'est son fonctionnement urbain proprement dit, c'est l'assainissement, c'est le traitement des déchets, etc. Tous ces grands équipements structurants sont aujourd'hui extrêmement vulnérables. Ce qui fait aujourd'hui qu'on parle de vulnérabilité systémique de l'agglomération. Et au-delà de ces densités, il y a un enjeu qui me semble aujourd'hui absolument majeur, c'est la gestion de crise. Ce qu'on n'a pas expliqué peut-être, c'est qu'une crue majeure de la Seine, c'est pas 2 jours. C'est pas les inondations qu'on a connues dans le sud de la France il y a quelques semaines ou dans l'Aude au mois d'octobre dernier. C'est quoi, c'est des mois? Ce sont des mois? C'est des semaines. Une crue comme celle de l'Aude qu'évoquait tout à l'heure Eric, c'est une montée extrêmement rapide des eaux, extrêmement violente, des dangers pour les personnes directes. C'était à 6 heures du matin, mais à midi, vous aviez toutes ces équipes de télévision sur le terrain qui montraient le site sur lequel s'était passée l'inondation. Il n'y avait plus d'eau. Une inondation majeure aujourd'hui en Ile-de-France, c'est, si on reprend la crue de référence 1910, ça avait été 15 jours de montée des eaux, 5 semaines de décrue. Et donc là, on a des enjeux majeurs en termes de gestion de crise. Et on sait combien de temps à l'avance? Alors, l'avantage par rapport à des inondations extrêmement brutales, c'est qu'on a des temps de prévision, de prévention à 3 jours. On connaît les tendances à 3 jours, on sait est-ce que l'eau va continuer de monter, est-ce qu'elle va engager éventuellement une décrue. On a des chiffres un peu plus précis à 24 heures. Donc on a un système de prévention aujourd'hui qui est relativement efficace, qui va nous donner des indications, mais pour autant, il n'y a pas besoin aujourd'hui à l'échelle de la métropole d'avoir une crue centenale pour être déjà dans une situation très catastrophique. Les inondations de 2016, de 2018, on était à 6 mètres, alors c'est la référence du pont d'Austerlitz, mais on était environ à 6 mètres, à 7 mètres, on est déjà sur beaucoup de territoires extrêmement inondés, impactés, etc. Et ce qui fait sens, à mon avis, à l'échelle de la métropole, c'est cette réflexion un petit peu globale, c'est cette réflexion aussi, à mon avis, qui doit accompagner la gestion de crise, mais la solidarité des territoires. C'est-à-dire qu'aucune des communes aujourd'hui qui seraient potentiellement inondées, on a certaines communes où c'est 10 000, 15 000 personnes qui sont potentiellement exposées au risque d'inondation, pas directement impactées, mais là, il y a des enjeux de solidarité, de gestion, d'organisation de la gestion de crise et de réponse à l'échelle du territoire, avec un point extrêmement important, je pense qu'aujourd'hui, la réduction de la vulnérabilité passe aussi énormément par de la culture du risque, de la formation, de la sensibilisation de la population, qu'elle sache comment réagir, qu'elle sache s'y préparer. Et là, je pense que la métropole, le territoire, au service de ses habitants, a un rôle très très important de sensibilisation de ses acteurs, de sa population résidente, de ses acteurs économiques, pour réduire au mieux, ou en tout cas faire en sorte qu'ils puissent se préparer à un événement majeur, en essayant de sortir du catastrophisme qui est un petit peu systématique, mais il ne faut pas être catastrophique, il faut juste être un petit peu plus pédagogue et expliquer que ça peut arriver. Et effectivement, une inondation, ça n'arrive pas non plus tous les jours. Bruno Barrancard. Oui, merci.
Je veux rebondir sur le premier élément qui a apparu. Le SDRIF, effectivement, ne propose pas grand-chose. Et je pense que on a changé finalement assez vite. Parce que le SDRIF, dans ses premières versions, pour avoir travaillé avec Mireille Ferry et son équipe à cette époque-là, avait des ambitions assez fortes sur la gestion des risques, mais ça n'a pas trouvé un consensus. Et c'est vrai qu'actuellement, il est assez pauvre. Et donc, il y a un vrai intérêt à ce SCOT, c'est de venir combler ce manque, mais aussi parce que je pense qu'on a fait du chemin depuis. Et vous trouverez les consensus, en tout cas... moi, j'y crois et j'espère. Un élément positif, c'est que je vais prendre l'exemple de Romorantin, puisque Eric est à côté. À Romorantin, la ville ancienne, pendant l'inondation, la ville ancienne a été fortement impactée, et le quartier qui avait été mis en place, donc très récent par Éric Daniel Lacombe, lui n'a subi aucun dommage. C'est quand même la preuve que, contrairement à ce qu'on entend dire tout le temps, que les anciens savaient construire avec l'inondation, etc. Je ne sais pas s'ils savaient, mais il y a des exemples qui montrent quand même qu'on sait le faire. On peut le faire. Et ça se trouve aussi à l'international. Vous allez à Hambourg, vous allez à Mayence, vous allez à Francfort, c'est que des villes allemandes, mais on peut en prendre d'autres, à Dublin, il y a des quartiers, etc., où les quartiers neufs sont vraiment adaptés. Donc on sait le faire. On a quand même un problème, c'est que je pense qu'il y a très peu d'architectes urbanistes qui savent le faire. Il faudrait quand même que ça se diffuse, que ça fasse partie des programmes des écoles, que les professionnels soient... On a Éric Daniel Lacombe, mais enfin voilà quoi. Hein. On va pas faire un élevage non plus, mais enfin, en tout cas, il en faudrait plus. Mais après, c'est tout le territoire qui est déjà constitué. Le problème, peut-être, il se situe sur ce qui est déjà construit. Sur ce qu'on va construire, on peut dire raisonnablement qu'on va savoir le faire. On a des exemples. Bon. Mais sur l'ancien, comment on va faire? Alors, sur l'ancien, je pense que actuellement, on n'a pas la bonne approche. Parce que pour adapter l'ancien, il faut justement le dynamiser, ne pas le sanctuariser. Et la façon dont on approche le risque actuellement, c'est plutôt en interdisant, en empêchant les agrandissements, en interdisant les extensions, etc. Or, si on interdit ça, on sanctuarise le risque. On ne fait pas évoluer le territoire. Donc il faut qu'on trouve des moyens de faire évoluer l'ancien en l'adaptant. Et donc ça nécessite de trouver des nouvelles règles. Non pas des règles qui vont être un petit peu... on se retranche, on empêche de développer ces zones. Mais non, il faut acter le fait que ces zones sont des zones à risque, sont des zones fragiles, vulnérables, et maintenant il faut qu'on arrive à trouver des règles qui dynamisent ça pour les adapter. Et là, je pense qu'on a encore un petit peu de chemin à faire. Oui, mais ce que vous dites est plein de bon sens, et j'y souscris, mais ça prend du temps. Construire prend du temps. Imaginer un projet tel que vous le dites, c'est à partir soit de rien pour construire quelque chose de nouveau, ça prend du temps. Et ce temps, on l'a pas, nous, aujourd'hui. Je schématise, hein, parce que là, en vérité, le temps, il est devant nous. Mais dans les décisions qu'on prend en ce moment à la métropole, on n'a pas le temps. Là, on est dans ce que j'ai appelé tout à l'heure, de manière un peu vulgaire, le curatif, c'est-à-dire prendre des mesures tout de suite pour essayer de protéger. Alors, je ne sais pas si on a raison, si vous dites qu'on a tort, on stoppe tout. Hein. On arrête tout. Mais je pense que sur l'ancien... Si on peut, une responsabilité que vous avez là, si on peut essayer de le protéger par des moyens que nous essayons d'envisager, par une multitude de moyens différents, la réouverture de bras de rivière, l'expansion de l'eau dans les terrains agricoles, les barrages, une multitude de moyens différents, on peut protéger ce qui existe déjà. Bien, si en plus on est assez intelligent pour construire plus tard, grâce à vous, ça, moi je suis preneur. Mais jusqu'à présent, j'ai jamais rencontré personne qui m'a dit voilà qu'il me faut faire. Si vous venez me le dire dans mon bureau, bravo. D'accord ? Et je suis prêt à discuter, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que les maires seront comme moi tout à fait d'accord pour l'envisager. Il faut quand même savoir que 1910, c'est quand même 700 000 habitants concernés. 700 000 habitants concernés. Hein. C'est plus de 340 000 logements. Et ça concerne aussi environ près de 700 000 emplois qui, du jour au lendemain, ne pourront plus travailler.
Donc c'est colossal, comme vous avez tout à fait raison, mais moi je ne suis pas capable de protéger à hauteur de 1910. Alors, en revanche, pardon, ce que je veux faire, c'est protéger au maximum de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Par rapport à celle de 2016, moi, chaque fois qu'il y a des crues, dans ma bonne ville de Rueil, j'y ai droit. Et comme j'habite pas loin de la Seine, j'y ai droit personnellement dans ma cave. Je ne sais pas si j'ai construit hors du PPRI ou dans le PPRI, je ne sais pas, mais j'ai droit dans ma cave. C'est exaspérant. Hein. Donc on essaie de protéger, de gagner ces quelques centimètres qui nous permettent d'éviter ce qu'on subit à Saint-Maur, etc. Donc on est dans le classique, dans le renouvellement des crues traditionnelles. Bon, si on touche à 1910, là ou là au pire, parce qu'il peut y en avoir une millénaire, il peut y avoir aussi un tremblement de terre qui rase Paris, il peut y avoir beaucoup de choses. Bon. On va parler des je ne autres sais pas risques. d'être dramatique, mais avant de terminer ce que je dis, je voudrais remercier quelqu'un qui est le préfet Cadeau. Parce que tout à l'heure, j'étais dur avec l'État, je maintiens ce que j'ai dit dans le passé, car l'État n'a pas pris ses responsabilités. Et là, le préfet de région, Michel Cadeau, prend ses responsabilités. Nous avons discuté tous les deux de la manière de prendre les responsabilités, et il a engagé des réunions qui tendent à nous rapprocher, dans son comité de pilotage qu'on préside tous les deux, mais c'est quand même lui qui était à la manœuvre parce qu'il est le représentant de l'État. Et ce comité de pilotage s'est réuni il n'y a pas si longtemps, et ensemble, on est en train de coordonner les actions avec toutes les intercommunalités qui sont quasiment jusqu'à la Marne, là-haut, jusqu'en bas. Mais quand je discute avec certains de mes collègues, que je connais bien, parce qu'ils sont des amis politiques en plus, qui sont plus au nord-est, eh bien, eux, ils n'ont pas envie de travailler avec nous. J'écris, j'ai pas de réponse. Ils n'ont pas envie. Je ne sais pas parce qu'ils ne me répondent pas. Et quand je leur dis, mais dis donc, il faudrait quand même que tu me répondes. Oui, Patrick, je vais te répondre. Oui, tu as raison, on va le faire. Puis rien ne se fait. Je ne suis pas sûr que ceux qui sont en haut aient encore conscience qu'ils sont en partie, pas responsables, je ne veux pas dire qu'ils sont responsables, mais en partie quand même co-responsables de ce qui se passe en bas. Et que j'aimerais être capable de les mobiliser pour nous aider à travailler ensemble d'en haut en bas, je veux dire surtout l'amont, hein, de telle sorte que nos initiatives soient complémentaires. Parce que ça sera encore plus fort que ce que la petite métropole pourra faire dans son périmètre. Et ça, on est en train de le faire avec le préfet Cadeau grâce au comité de pilotage qu'il a mis en place et qu'on co-préside ensemble. Et je ne veux surtout pas que mes collègues élus pensent, parce que je suis président de la métropole, je veux contrôler ce qui se passe à Troyes ou ailleurs au-dessus. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que dans l'amont, les intercommunalités qui sont aussi responsables de la GEMAPI, parce qu'il n'y a pas que la métropole, c'est les intercommunalités, puissent travailler avec la métropole, qui est quand même la plus grande, pour qu'avec le PTB de la Bassée, etc., des Grands Lacs, nous puissions avoir une politique coordonnée, harmonisée et cohérente. Et qu'enfin, des gens très intelligents, ingénieurs de l'environnement, par exemple, hein, des architectes, bravo, etc., messieurs, puissiez me dire, voilà, monsieur Ollier, ce qu'on pense que sur le lit de la Marne, sur le lit de l'Yonne, sur le lit de la Seine, ce qu'il faut faire pour aider à empêcher le déferlement des eaux. Car jusqu'à présent, personne ne me l'a encore dit. Ça fait 2 fois que je dis ce soir. Hein. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me le dire. Éric Lacon, vous allez répondre. J'ai cette question-là qui vient de tomber, qui est une question un peu technique. Quelle compatibilité du SCOT avec le plan de gestion des risques d'inondation définis à l'échelle du bassin Seine-Normandie? Document méconnu, mais qui édicte un certain nombre de règles, recommandations sur l'aménagement en zone inondable. C'est Madame Tellier. Peut-être que quelqu'un peut répondre à Madame Tellier qui nous suit sur Internet. C'est exactement la même réponse que pour le reste des documents. Le président l'a dit, le SCOT c'est une colonne vertébrale. Donc il y a une compatibilité nécessaire entre ce document qui est un document de prescription de règles et l'ensemble des documents, plans d'action, schémas qui peuvent à un moment donné s'y rapporter. Donc demain, si le SCOT prescrit quelque chose, que les PLUI le déclinent, les plans tels que celui que vous indiquez devront s'y adapter et se mettre en conformité. C'est un rapport de mise en conformité si par hasard on adoptait un SCOT qui ne soit pas totalement compatible avec ces documents qui existent déjà. Les personnes publiques associées ont 3 ans pour se mettre en conformité. Alors, je vais faire une image pour préciser ce que dit Yvan, qui me semble très simple. Vous connaissez les poupées gigognes russes? La plus petite rentre dans la plus grande dans la encore plus grande, etc. C'est pareil.
Il faut que la plus petite soit compatible avec celle du dessus, et celle du dessus avec celle du dessus, etc. C'est la compatibilité entre les règles. Il n'y a pas d'opposition, mais si on n'est pas compatible, si on ne respecte pas cette compatibilité, les tribunaux administratifs annulent les projets que nous avons. C'est très simple. Ça prend du temps, parce qu'il faut quand même quelques mois pour qu'un procès intervienne dans le cas de la compatibilité des documents, mais la règle est quand même très stricte, et s'il n'y a pas cette compatibilité, il y a annulation du document qui ne le respecte pas. Plus globalement, on peut rappeler aujourd'hui qu'en fait toute la question du risque inondation, en tout cas sa gestion, c'est des réflexions aujourd'hui qui suivent les principes de la directive inondation qui s'appliquent dans le droit français, effectivement avec des emboîtements d'échelle entre à l'échelle du grand bassin de la Seine, c'est le plan de gestion du risque inondation qui fixe aujourd'hui un certain nombre d'objectifs par rapport à une meilleure gestion. Donc on retrouve aujourd'hui des questions qu'on s'est posées sur l'aménagement zone inondable, sur la connaissance de l'aléa, sur la connaissance des réseaux, la vulnérabilité des réseaux. À un niveau inférieur, la métropole s'inscrit dans le territoire à risque important qui s'appelle la territoire à risque important de la métropole francilienne, sur lequel s'applique aujourd'hui, en tout cas est mis en œuvre une stratégie locale de gestion du risque inondation, qui lui aussi fixe une dizaine de grands objectifs. Et derrière cette LCLGRI, il y a aujourd'hui un programme d'action de prévention des inondations, porté notamment par les EPTB, qui sont vraiment les programmes d'action qui essayent de mettre en œuvre tout un tas d'outils, de connaissances. Ça peut aller de nouveaux modèles hydrauliques jusqu'à des actions de prévention, puisque le projet Basset en fait partie. Il y a un ensemble d'actions qui sont cohérentes les unes entre, Parlez bien dans le micro. Pardon, et qui sont cohérentes entre elles et qui s'emboîtent sur les différents niveaux d'échelle. Et effectivement, le PGRI prévoit aujourd'hui dans ses grandes orientations, parce que une des difficultés peut-être par le passé, c'est que la question de la vulnérabilité des territoires était assez peu perçue. Et aujourd'hui, effectivement, une des grandes questions de la SLGR, du PGRI, c'est de demander que les documents d'urbanisme, notamment les SCOT, les PLUI, prévoient, dans leur constitution, de leur mise en œuvre, un diagnostic de vulnérabilité aux inondations pour essayer d'avoir une vision un peu plus systémique de ces enjeux. Éric Daniel Lacombe, vous avez failli avoir la parole, mais il y a une question dans la salle. Alors, priorité à la salle. Alors allez-y, parlez dans le micro, parlez dans le micro. Vous avez beaucoup parlé du risque inondation, mais j'imagine qu'il y a d'autres risques. Oui, il y a d'autres risques. On va y venir. Je vous promets, parce que d'ailleurs, il y a un certain Benoît, mais ça ne doit pas être vous, qui nous dit, vous parlez beaucoup d'inondation, mais n'y a-t-il pas d'autres risques à gérer, canicule, îlots de chaleur? Mon cher Benoît, nous en parlons dans un instant, mais d'abord, je repasse la parole à Éric Daniel Lacombe sur ce sujet, et on passe ensuite aux autres risques. Mais c'est vrai que le risque inondation, c'est celui auquel on pense évidemment de manière un peu prioritaire, mais on n'oublie pas les autres. Oui, moi j'aimerais saluer la liste qu'a énoncée Patrick Ollier tout à l'heure, parce que je pense que c'est par une multiplicité de réponses qu'on réglera la réduction de vulnérabilité, plutôt que chercher un document qui nous obligerait à tous de faire la même chose. Et vous voyez bien, les crues lentes qu'on a ici ne sont pas les mêmes que les crues rapides qu'on a dans l'Aude. Et même dans l'Aude, entre le haut de la vallée et le bas de la vallée, c'est pas la même chose. Vous avez parlé de Serre-Chevalier, j'ai fait le 15-9 à Briançon, il n'y avait pas une avalanche que je ne connaissais pas entre Montier, Serre-Chevalier, Montgenèvre. C'est cette connaissance. Sur le Lotaret ? Oui. On peut parler dans le micro, Président, si vous voulez. Non, parce que là, c'est les souvenirs de skieurs, donc c'est intéressant. J'ai envoyé mes moniteurs balancer des trucs de dynamite dans le Lotaret pour faire tomber les avalanches. C'est ça. Et nous, au 15-9, c'est ce qu'on faisait. Il y avait le plan de prévention des avalanches. Voilà. Et c'est aussi emmerdant à connaître que le PPRI. C'est quoi le pareil, avec les couleurs où on n'arrive pas à se reconnaître. C'était les chasseurs alpins. Mais c'est cette chose-là que j'aimerais apprendre. Avec la tarte. Voilà. Sur les inondations, il se peut que Saint-Maur ne soit pas pareil que Nogent. Vous voyez, c'est ça que je cherche. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que si on fait des expériences, on pourra les évaluer, on pourra les discuter et on pourra regarder les effets. Et c'est ça qui nous manque. Et c'est vrai que vous avez une deuxième intuition que je partage, c'est que le rôle des préfets va être important, parce qu'à l'intérieur de la GEMAPI, ils continueront à jouer un rôle actif comme ça, de la santé des personnes et de la santé des biens. Et pour répondre à Benoît, je ne sais pas où il est, mais votre intuition sur la Bièvre, c'est exactement celle que la petite île de Hoboken, qui est en face de Manhattan, est en train de faire. Manhattan, avec l'argent qu'il a, est en train de construire une digue de 4 mètres tout autour de l'île, une digue qu'on n'aura jamais les moyens de monter jusqu'à Boston,
Alors que Hoboken, la petite île qui est en face, qui est quand même immense, qui est, vous voyez, avec une densité importante, a retrouvé 2 rues, comme ça, enfin 2 anciens ruisseaux, dont elle a enlevé la terre pour faire passer les inondations probables et rafraîchir en canicule d'été sur ces îles des milieux habités. Donc, mais vous savez quoi? Oui, Ça me Olivier. fait une transition Voilà, d'enfer Olivier. pour parler du risque canicule. Alors madame, je été très très mal élevé parce que je vous ai un petit peu coupé le sifflet. Mais c'était pour la bonne cause, c'était pour laisser répondre Éric Daniel Lacombe. Et maintenant, nous allons entendre votre question dans toute sa majesté, puisque regardez bien, mais le micro arrive et le voilà. Oui, donc là, effectivement, de reconnaître qu'il y avait plusieurs risques effectivement sur le territoire métropolitain. Ma question, c'était en fonction du risque, est-ce qu'il faut l'aborder à une échelle différente, une échelle métropolitaine, une échelle locale? Pour les inondations, j'ai bien compris effectivement toutes les différentes instances et toute la question d'échelle qui était pertinente. Et ma deuxième question, c'est est-ce que le SCOT permet justement un dialogue et une coopération entre ces différentes instances pour mieux aborder tous ces différents risques? Alors, Yvon Iskovic. Oui, eh ben, je vais toujours être dans le concret, parce que je trouve qu'on est toujours beaucoup plus parlant quand on parle de choses très concrètes. Et j'entendais tout à l'heure qu'on égrenait un certain nombre de mesures qui vous plaisaient. Mais dans le SCOT aujourd'hui, dans le document qu'on propose, il y a l'ouverture d'un certain nombre de nus et de rivières qui sont aujourd'hui fermées. On propose la réouverture, et notamment dans le risque caniculaire, il y a le risque, tout ce qui est îlots de chaleur, et avec là, en niveau 2 niveaux de risque qui sont un peu... Il faut peut-être expliquer, alors, îlot de chaleur. On a un risque lié au fait que la densité, la façon dont on a construit les villes ne laissait pas la place aux îlots de fraîcheur, et que donc, du fait de l'absence notamment de pleine terre, on avait, pendant les épisodes caniculaires, des températures qui étaient bien plus élevées au cœur des îlots de chaleur qu'ailleurs. Parce que îlots de fraîcheur, ce sont donc finalement voilà. des jardins, des espaces verts, voilà. et donc les îlots de chaleur, c'est l'inverse. Encore faut-il si on veut faire des espaces verts, qu'il y ait les moyens de le faire. Et c'est là où je dis que les deux risques sont liés. Le risque d'inondation et le risque caniculaire, il se résout aussi par le fait que, sous l'impulsion du président, nous avons proposé un pourcentage de pleine terre minimum, même en cœur dense, parce qu'on sait très bien que la perméabilité terre est une aussi des causes d'un facteur d'aggravation de l'inondation quand elle vient et quand les pluies sont abondantes et que l'eau ne peut pas pénétrer dans le sol, parce qu'on artificialise les sols, on les minéralise et donc du coup l'eau ne rentre pas. Et on a également l'impossibilité de faire des îlots de fraîcheur puisqu'on ne peut pas construire. Et donc nous proposons dans le cadre du document que nous allons soumettre au Conseil métropolitain, comme le président l'a dit, des pourcentages de pleine terre importants, et c'est là où je réponds à la deuxième branche de votre question. On est en rapport de compatibilité. C'est-à-dire que la métropole dit, quand vous êtes dans une zone peu dense, c'est 30% de pleine terre. Quand vous êtes dans une zone très dense, c'est 10%, ce qui est énorme aujourd'hui, puisque la plupart des centres-villes dans la métropole n'ont pas de pleine terre, 0%. Passer de 0 à 10, c'est énorme. Mais sur cette échelle de compatibilité, ce sera au territoire et aux villes de l'adapter, en disant, nous, on considère que c'est 50%. Nous, on considère que c'est 60%. Et c'est là qu'on modulera le niveau de risque, où on sait qu'à Nogent et à Saint-Maur, le risque n'est pas le même. On pourra réguler en disant, voilà, dans cette zone-là, la pleine terre, le niveau de pleine terre ne sera pas le même. C'est un exemple que je donne. Mais cet exemple de la pleine terre, il est important parce qu'il irrigue un certain nombre d'autres sujets. Donc on l'a vu, le risque caniculaire, le risque d'inondation, la façon dont on construit, dont on imagine l'espace public. Et donc cette façon de répondre à cette localisation des problèmes, elle est dans le fait qu'on a un rapport de compatibilité, que le SCOT ne dirige pas à la place des maires, à la place des territoires. Il impose un certain nombre de règles de cohérence et ensuite charge à ceux qui auront la charge d'élaborer des règles précises de les décliner. Messieurs, je me tourne vers vous collectivement. On a parlé pendant un bon moment du risque inondation, parce que finalement, celui-là, évidemment, on y pense, on a tous en mémoire, évidemment, ce que c'est, et puis on imagine comment s'en prémunir. Le risque canicule, est-ce que c'est un risque qui est comparable? Parce que finalement, on peut se dire, voilà, pendant l'été, on part en vacances, on n'a qu'à brancher la climatisation, ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous, les architectes, ingénieurs d'environnement, vous pensez de la même façon que le risque inondation? Bruno Barroca. Déjà, je pense que les choses sont finalement très liées.
Je vais juste prendre un ouvrage que beaucoup de personnes pensent être un ouvrage anti-inondation, qui est celui des barrages. Les barrages servent aussi à soutenir l'étiage, c'est-à-dire la pénurie d'eau l'été. Et cette pénurie d'eau, soutenir l'étiage, c'est aussi permettre à nos centrales de production d'électricité de fonctionner, notamment les centrales nucléaires, qui, elles, sont à l'origine de faire fonctionner vos climatisations, sachant que vos climatisations, en fonctionnant, elles vont rafraîchir l'intérieur de votre domicile, mais elles vont augmenter la chaleur à l'extérieur. Et donc elles vont participer à l'îlot de chaleur urbain. Donc c'est pour dire que toutes les choses sont finalement relativement liées et assez vite. En fait, moi j'ai envie de vous dire, c'est très proche en termes de risque. Pourquoi ? Parce que on voit qu'il y a des adaptations à faire. Je dirais remettre l'aménagement dans la bonne direction. C'est désimperméabiliser les sols, c'est retrouver de la verdure, tout ça. On est en train de remettre l'aménagement sur les bons rails. Mais ça finalement, ça ne supprime pas le risque qui peut arriver demain. Donc là, il y a, en fonction des niveaux de risque, des mesures de protection. C'est ce dont on parlait avec les digues. Donc c'est plutôt des questions de mitigation. C'est comment on arrive à contrôler un risque qui n'est pas extrême, mais comment on fait en sorte de vivre avec et d'être le moins perturbé par des risques qui peuvent survenir finalement relativement régulièrement. Et puis après, il y a un troisième niveau qui est celui où le risque est vraiment extrêmement violent, enfin l'aléa est extrêmement violent. Et là, à mon avis, la solution qu'on a pour des tissus urbains existants, c'est la question du refuge. Voilà. Donc, pour la canicule, le refuge, c'est un îlot de fraîcheur. Il faut trouver des endroits, des îlots de fraîcheur où l'individu peut aller se mettre au frais, ce qui lui permettra de gérer au mieux cette chaleur, parce qu'il peut aller se rafraîchir un peu. En termes d'inondation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans ces territoires qui seront avec 700 000 personnes dans des zones inondables, ils vont pas être relogés, les 700 000, dans des hôtels à côté de chez eux. Donc, la majorité, ils seront encore chez eux. Mais il faut qu'ils aient des refuges. Il faut qu'ils puissent aller recharger leur téléphone pour avoir les informations, aller chercher 2 bouteilles d'eau pour pouvoir boire. Voilà. Donc il faut trouver des refuges. Donc c'est la même démarche finalement. Donc c'est exactement la même démarche. C'est la même chose que les risques Céveso aussi Céveso est un peu moins différent parce que c'est un risque qui s'applique pas sur un territoire à la même échelle. C'est-à-dire que là, vous êtes sur des risques canicules, ça veut dire que toute la métropole est touchée. Sur le risque inondation, c'est pas toute la métropole qui est touchée. Enfin, je pense qu'elle est toute la métropole est impactée. Elle est impactée, mais elle n'est pas toute touchée. Elle n'est pas toute noyée, quoi. Voilà. Mais sur ces risques qui s'affectent sur des grands territoires, les démarches sont assez similaires. Ludovic Vêtre. J'aurais du mal à vous parler de la canicule parce que je connais un petit peu moins bien le sujet, mais par exemple vous évoquiez les on peut parler de la pollution, hein. Oui, mais alors par exemple sur le risque technologique, aujourd'hui on a quelques établissements aujourd'hui qui sont classés risque majeur. C'est des dépôts d'hydrocarbures, ce sont je crois en petite couronne aussi, c'est. Oui, il y a une vingtaine de sites. Il faut aussi rappeler que quand on parle des dépôts d'hydrocarbures, alors tout le monde a le souvenir de la catastrophe AZF à Toulouse il y a quelques années, et la réaction derrière, c'était de dire on sort finalement les grands équipements, enfin ces équipements dangereux de la ville. Et à l'inverse, il faudrait aussi ne pas oublier qu'aujourd'hui, les quelques dépôts d'hydrocarbures, il y en a de moins en moins à l'échelle de l'agglomération, donc de la métropole, qui alimentent quand même tout le système économique, toute la vie quotidienne. On a besoin aussi de ces dépôts à proximité des zones d'habitat, de la population, des zones économiques. On ne va pas repousser extrêmement loin tous ces dépôts qui servent aujourd'hui, c'est le principe de proximité. Sinon, de toute façon, on a le risque de transport de matières dangereuses. Exactement. Hein, et nous, il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que finalement, parce que le risque c'est de la statistique aussi, c'est de l'occurrence, c'est de la fréquence, et que finalement, le risque de transport de matières dangereuses, de déplacer plusieurs centaines de milliers de tonnes de produits dangereux, par exemple pour des hydrocarbures, était plus élevé que
le site tout simplement implanté en zone dense. La question, c'est qu'est-ce qu'on met autour de cette zone dense, de cet établissement? On ne met pas n'importe quoi, on aménage différemment, on met de l'économie, on ne met pas de la population. On essaie de réfléchir sur la façon de construire finalement autour des sites à risque. On compose avec. Éric Daniel Lecomte. Si vous me permettez. Non, mais c'est pour répondre immédiatement parce que la planète est mal barrée, c'est très clair. Hein. Et je dois dire que j'étais pendant 10 ans président de la Commission des affaires économiques et de l'environnement à l'Assemblée nationale et les auditions auxquelles je procédais à l'époque, il y a une quinzaine d'années, ne me laissaient pas penser que ça puisse être aussi grave. Et je n'ai jamais cru ce que l'on me disait alors que les experts venaient nous expliquer que c'était pas vrai. C'était pas les bons experts. Il y en avait plus nombreux qui venaient nous dire que c'était pas vrai, plutôt que ceux qui venaient expliquer avec les gars du GIEC que c'était vrai. Et je dois dire que pendant des années, je me suis dit, mais où est la vérité? Je ne savais pas où était la vérité. Je suis allé au pôle Nord voir la vérité. J'ai déjà expliqué à mes amis. Avec Borloo, on est partis tous les deux avec quelques personnes, avec Jean-Louis Etienne, il fallait voir ce qui se passait là-bas. J'ai vu la vérité. Et depuis, j'ai compris. Et depuis, je suis un fervent défenseur de tout ce que nous faisons. Mais on n'arrivera pas à changer le cours. Le cours, malheureusement, on arrivera à le freiner, mais pas à le changer. Et le cours de l'évolution de la planète. Alors, sur les risques majeurs, ce que je peux dire, c'est qu'on est passé de 8 à 11 journées de canicule dans les années 75-80. On va arriver à 110, 111 jours en 2100. Je ne sais pas si vous voyez. Régulier. Enfin, si vous savez, mais les personnes qui écoutent ne savent pas. Et je veux dire que quand on pense qu'à Avignon, on aura la température qu'il y a aujourd'hui à Alger, un peu plus à la suite d'Alger, personne ne réalise, il parle toujours tu m'intéresses. Donc nous, on a compris que c'était vrai. Mais autant pour les inondations, on peut arriver à réguler, à freiner, à essayer de ralentir. Et pour la canicule, ça, moi, je ne sais pas faire. Et la métropole ne peut pas faire, sauf des puits de fraîcheur, comme vous dites, et dans les constructions nouvelles et dans les aménagements nouveaux, dans les quartiers nouveaux, il faut que nous le fassions. D'ailleurs, dans Inventons la métropole du Grand Paris, on a exigé un certain nombre de prescriptions à ce niveau-là, et ça se passe plutôt bien. Pour les grands sites, il y a 20 sites Céveso, il y a 700 installations classées ICPE. C'est quand même pas rien. Il y a 12 millions de tonnes de matières dangereuses qui transitent à travers la métropole et la région tous les ans. C'est énorme. Et ça, c'est pas la métropole qui pourra régler ce problème. C'est l'État. Et moi, je suis un de ceux qui défendent l'État. Je suis pour l'autorité de l'État. Ce que je regrette, c'est que l'État ait de moins en moins d'autorité. Et ce que je regrette, c'est que l'État abandonne de plus en plus son autorité. Parce qu'on peut être décentralisateur et en même temps préserver le côté arbitre de l'État. Or, il abandonne son côté arbitre. Et ça, enfin, c'est le gaulliste que je suis qui regrette vivement parce que je me suis battu pendant 30 ans à l'Assemblée pour l'aménagement du territoire et je m'aperçois qu'aujourd'hui, plus personne ne se préoccupe de l'aménagement du territoire. Et tant que l'État ne reprendra pas l'autorité sur ce genre de décision pour imposer des décisions, pas des décisions qui enquiquinent le monde sur des détails, mais des décisions stratégiques qui concernent le territoire en entier, nous, la métropole, on ne peut pas faire grand-chose, pas plus celle de Lyon que de celle de Grenoble. Donc il faut quand même que quelqu'un au-dessus puisse prendre ces genres de décisions. Pour l'instant, on attend. D'accord? Alors, nous, on va faire ce qu'on peut faire. Pour les grands risques au niveau des catastrophes technologiques, là aussi, il faut que des décisions soient prises. Je ne vais pas montrer toujours les exemples qu'il y a ailleurs. J'arrive de Russie où j'étais. Je vais revenir en Russie dans un mois pour faire une sorte de travail en commun avec la métropole du Grand Moscou, parce qu'ils font des choses extrêmement intéressantes. Mais c'est stupéfiant ce qu'ils font en Russie. Stupéfiant. Il y a là quelque chose qui est très bien, qui pose un problème. Et ils contournent. Et puis ils font des autoroutes pour contourner. Et nous, on n'est pas foutus de faire une autoroute. Ils ont ouvert 12 stations nouvelles de métro, alors qu'ils ont lancé leur grand métro en même temps que nous. Ils en ont ouvert 12. Mais on n'a pas encore ouvert une. Voilà. Alors si vous avez, messieurs, l'idée pour faire en sorte que tout ceci s'accélère, s'il vous plaît, dites-le moi. Éric Daniel Lecomte, puis et malheureusement il va bientôt falloir conclure, mais on laissera la parole, la conclusion évidemment à nos politiques. Bien sûr. Oui, mais je pense que l'État, voilà, c'est vrai que je les défends à chaque fois, je passe ma vie avec les DDT, les directeurs départementaux des territoires, et je pense qu'ils mettent la première étincelle à la conversation, et ces conversations, que ce soit inondation, îlot de chaleur, on va dire juste réchauffement climatique, conduisent toujours, et c'est pour ça que j'aime la population, à des débats sur
le fait qu'on parle de nos habitats, on parle de la santé du vivant. On est, enfin, certains appellent ça l'anthropocène, c'est la relation entre l'homme et la terre. Et ça, c'est une chose formidable. Moi, ce qui me surprend, s'il me reste une seconde, c'est la façon dont on pense les choses de manière trop homogène. C'est-à-dire qu'il faudrait que plus rien ne se mouille quand il y a l'inondation. Et je pense que la réponse, si je vous aidais à faire un concours, c'est qu'il va falloir que chaque personne, y compris dans chaque maison, j'ai entendu ce que vous disiez sur la cave, puisse accepter qu'on se mouille un peu. Vous voyez, moi, mes enfants, quand je les mouille à 30 cm d'eau, quand ils sont petits, ils trouvent ça plutôt sympa. S'ils sont sous 2 mètres d'eau et qu'ils ne savent pas nager, ils trouvent ça moins sympa. Donc, et quand je regarde les règlements, pareil avec... Il faut accepter une notion de risque. Exact. D'abord, c'est ce que j'appelle la familiarité avec le risque. C'est comme ça qu'on apprend à nager. Moi, j'ai des enfants à Paris. Quand ils voient la neige, la pluie, ils ont peur. Donc, j'aimerais qu'on retrouve... Voilà. Vous parliez du pôle Nord. Les chasseurs alpins, ils ont peur de la neige, si vous voulez. Mais vous voyez, c'est cette familiarité-là. Donc, qu'est-ce qui, dans une maison, ça nous coûtera moins cher que les cuvelages, moins cher que les digues? Qu'est-ce qu'on accepte de laisser mouiller un jour sur 100 pour savoir où sont les endroits secs? Pareil, j'ai appris l'école d'architecture où on me dessinait les balcons au sud. Je dessine tous les balcons au nord quand je suis dans des métropoles qui se réchauffent. Parce qu'il fait trop chaud au sud, ben vous allez vous mettre sur le balcon au nord. Donc vous comprenez bien que même nos règles théoriques... Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire que de dire on va tout envelopper le bâtiment? Il va être encore plus étanche. Mais si le bâtiment il est encore plus étanche, on perd la tête. D'abord, on n'aura pas les moyens. L'autre jour, il y avait le préfet de Guadeloupe qui m'a fait rire. Il revenait de Saint-Martin. Il dit, mais si j'écoute que les normes, on va imposer des fenêtres pour les habitants qui pourraient résister à des vents de 300 km/h. C'est les mêmes fenêtres que pour le TGV. Mais les habitants dont on parle à Saint-Martin, ils n'ont déjà pas de quoi construire leur maison. Vous voyez? Donc, il faut faire attention aux normes. C'est où le vent peut passer, où on est à l'abri, où on a chaud, où on a froid, où on est mouillé, où on l'est pas. C'est ça qu'il faut qu'on invente comme architecture. Et c'est ça la métropole. C'est la santé du vivant pour tous, les riches comme les pauvres. Et vous avez le droit absolument d'applaudir. On va donner le mot de la fin quand même aux politiques. Président Ollier, vous voulez conclure? On laisse à Yvan Riskovitch. Non, très sincèrement, je crois qu'on a assez parlé de ce que nous voulons faire, de ce qu'est un schéma. Je crois que la conclusion de M. Lacombe est parfaite. C'est exactement ce qu'il faut dire. Et nous, les politiques, nous essayons de faire ce que vous concevez, que vous souhaitez voir faire pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'on fait ce SCOT. Et c'est pour ça que la métropole existe. Et quand je pense qu'il y a des personnes imprudentes qui, pour des enjeux de pouvoir, pour des histoires de rivalité, disent il faut détruire cette métropole alors qu'elle est en train de faire des choses extrêmement importantes, ça me fait beaucoup de peine parce que c'est l'intérêt général qui est en cause. Et ce qu'on veut faire, c'est pour l'intérêt des populations. Il y a 7,5 millions d'habitants qui attendent qu'on fasse quelque chose pour eux. On est en train de le faire, aidez-nous à le faire, c'est tout ce que je dis. Eh bien, pour conclure, moi, je vais citer 2 questions qui viennent de tomber. La métropole ne devrait-elle pas piloter un développement des toits végétalisés? Vous parlez inondation, vous parlez sécheresse, vous parlez agriculture urbaine et nature en ville. Comment le SCOT permet la gestion de l'eau? Autant de questions qui seront posées et auxquelles on répondra dans les autres débats organisés par la métropole du Grand Paris. Prochain débat d'ailleurs sur le thème de la nature en ville, ce sera le 22 mai à la Halle Pajol, dans le 18e arrondissement de Paris. D'ici là, le débat continue sur le site métropolegrandparis.fr/SCOT. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous et à très bientôt.